Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation d'Econo Fitness, qui est une marque de gym, en fait. Donc, il y a 70 gyms partout au Québec. Tu as accès à tous les gyms si tu es membre platine. Ça coûte vraiment, vraiment pas cher. De là, le nom Econo Fitness. Vraiment, le brainstorm est génial. Ils font du fitness et t'économises. Donc, bref, ça coûte à peu près le prix d'un gym normal par mois, mais eux pour l'année. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est un gym sans shaming. Donc, il n'y a personne qui va là pour show-off. Si tu vas là pour y aller très, très fort, si tu vas là comme débutant, il n'y a aucun problème. Tout le monde est le bienvenu. Il y a des cours de groupe au besoin. Bref, merci Econo Fitness d'encourager J'ai du temps de discute. J'apprécie vraiment beaucoup. En plus, j'ai utilisé leur truc à occupation double, n'est-ce pas? Je me suis entraîné gentiment dans le gym des garçons en Afrique du Sud, en Grèce, ainsi qu'à Bali. Bref, merci Econo Fitness. C'est très gentil. Je vous ai même pas dit allô. Allô, groupe. Allô? Hey! J'espère que vous allez bien pour vrai. Si vous n'allez pas bien, j'ai vraiment une bonne conversation pour vous aujourd'hui. En fait, ça tombe super bien. Il y a des journées comme ça. J'espère que vous allez trouver le soleil dans cette journée plus grise. Et ceux qui mènent une belle journée, eh bien, j'espère que cette conversation l'égayera encore plus. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un gars, c'est Alexandre Champagne, en fait. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a fait de l'humour il y a peut-être au-dessus de 10 ans. Il a fait partie de 3 fois par jour à l'époque. Il a été... Tu l'as fondé. Tu vois, il fait l'intro avec moi. Il va rentrer dans le cadre dans 3, 2, 1. Extraordinaire. Il est là, à peu près. Oui, c'est ça. C'est Alexandre Champagne. Il a fondé 3 fois par jour. On n'en a pas tant parlé, mais je pense que c'est... On en a parlé pendant 6 ans de temps. C'est ça. C'est ça. Il a été par la suite photographe et maintenant, bientôt, il sera comment on dit ça? T'es encore le fondateur d'une fondation. On en parle dans le podcast. Vous allez voir. Bref, c'est un gars que ça faisait longtemps. Je vais continuer de faire l'intro comme s'il n'était pas là. Puis après, il pourra juger. Tu vas continuer à faire l'intro comme si j'étais pas là. C'est un gars, ça faisait... En fait, je le dis en début de podcast, mais c'est un gars que j'ai rencontré, que j'ai croisé à quelques places au début. Puis à un moment donné, j'ai le feeling qu'on pourrait être des amis. Tu sais, Fait que, et bref, c'est probablement la plus longue conversation que j'ai eue avec lui dans ma vie jusqu'à maintenant. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est un gars qui est vraiment transparent, plein d'honnêteté, vulnérable et vulnérable dans le bon sens, c'est-à-dire rempli de questionnements sur sa personne. Et bref, il incarne beaucoup tout ce qu'il prône. Une conversation super le fun. C'est un gars très, 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 très drôle et surtout excessivement gentil et humain. Bref, voici ma conversation avec Alexandre Champagne. C'est smart. C'était pas pire? C'était nice. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps puis discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Alexandre Champagne, Hey, merci tellement d'avoir Ça accepté me mon fait invitation. plaisir. Un petit cheers de verre d'eau. ça me fait plaisir. Tabarnouche. Tu me posais la question juste avant qu'on ouvre les micros. Et tu pensais que j'avais 2 podcasts et Ouais. je comprends que ça peut être confusant pour les gens. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Pour les gens. en juillet 2018, j'ai fait une série d'entrevues qui s'appelle Je veux tout savoir. C'est ça. Devant public à ZooFest. Mhm. J'en avais fait 8 où j'avais enregistré que le son, l'audio. Et je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Puis là, finalement, le temps avancé, je l'ai pas sorti, whatever. Et entre-temps, j'ai parti mon podcast J'ai du temps de discute sur lequel tu es présentement. Il y a une affiche, puis tout. Et Le budget, tout le budget. tout le budget est dans TV. C'est Vraiment, c'est une TV. Ouais. Et là, c'est ça, j'ai enregistré bien des podcasts avant de partir en Afrique du Sud. Mais là, T'es-tu allé en Afrique du Sud? ça m'est arrivé. Oui. OK. Et là, il me manquait comme 3 podcasts pour être vraiment parfait dans mon retour.
Et là, ce que j'ai dit à PH, Quentin, du Sans Fil Podcast, qui est derrière la console, qu'on salue d'ailleurs, que je ne remercierai jamais assez, grâce à qui je peux faire ça. Ouais. J'ai dit, hey, moi, j'ai 8 entrevues en banque d'1 heure que j'ai enregistrées devant le public. Le son a quand même du bon sens, tout ça. Fait que je suis comme, ça pourrait faire au lieu de faire un vide, ça pourrait quand même. C'est pas comme le podcast, mais c'est pas loin tout de même. Qui fait en sorte que, c'était comme, c'est pour ça qu'on appelait ça un interlude, de genre, on sort ça en attendant de recommencer à enregistrer. Et là, nous voilà de retour, Je comprends. officiellement. C'est gentil de m'avoir tenu au courant. Ça me fait plaisir. OK. Comment ça va? Ça va bien. Ouais? Ça va très bien. Toi, là, j'ai l'impression, je suis content de te parler parce que j'ai l'impression, tu sais, quelqu'un que tu rencontres, je t'ai sûrement dit ça, dis-moi si je radote, je répète tout le temps, là, mais puis je l'ai dit à 2-3 personnes sur le podcast parce que je reçois des gens surtout que j'admire. Je fais ça pour apprendre, puis juste me... Et toi, j'ai l'impression que t'es quelqu'un, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis t'es comme, il me semble qu'on pourrait être des amis, Ouais. mais qu'on n'est pas des amis. Ouais. Mais t'as un peu envie. Si on était au primaire, mettons, à la fin de la récré, je t'aurais dit, ça te tente-tu d'être mon ami? Ouais. Veux-tu venir à ma fête? Ouais, mais c'était intéressant à entendre, c'est réciproque. En passant, t'es venu au studio il y a... c'est quand j'avais mon studio dans Hochelaga, avec Alexis, on a pris des photos, puis on a jasé, puis tout de suite, le thème qu'on avait abordé en premier, c'était de laisser les autres faire les choix qu'ils ont envie de faire pour être heureux. Puis d'espérer que tout le monde autour de toi est heureux, ça peut juste te rendre plus heureux toi-même. Puis on parlait de ça, de l'altruisme, de respecter les choix des autres. Puis ça m'avait... J'aime ça, jaser avec des gens comme ça. T'en fais partie. Tu sais, les gens qui... Tu sais qu'ils sont pas stationnaires dans leur façon de penser. Tu sais qu'il y a des cycles, qu'il y a des thèmes qui reviennent, que ce soit récurrent ou que ça se rafraîchisse à chaque fois. Mais tu sais qu'il y a une pensée, tu sais qu'il y a un mouvement. Puis moi, je dis tout le temps que l'esprit, c'est infini. Puis on peut pas se nourrir ou se contenter d'une chose qui est finie. Par exemple, un montant d'argent, un salaire, un poste, un titre, une personne en particulier ou un plat ou whatever. Tu sais, tu peux pas nourrir un esprit infini avec une chose finie. Puis j'ai l'impression que tu vis un peu comme ça. Tu sais. Il y a une réflexion constante. Un mois, ça va être sur tel truc. Un autre mois, ça va être sur tel sujet. Puis peu importe le sujet, ça va avoir été approfondi. Puis je trouve que ça fait des personnes intéressantes à discuter parce que ça te force à sortir de ton confort, que ce soit matériel ou psychologique ou peu importe. Puis pour moi, c'est comme ça qu'on avance. Puis moi, je trouve dans la vie que en fait, moi, personnellement, mon niveau de bonheur dépend est intimement lié à ma capacité à m'adresser à la réalité. Puis je pense que pour ça, il faut réfléchir. Tu es un gars qui réfléchit. Fait que tout ça, un dans l'autre, je t'aurais dit oui à la fin de la récré. J'aurais partagé mes G.I. Joe avec toi. C'est sûr et certain. C'est sûr. Même celui que j'aime le plus, là, avec le char et tout. Là. Voyons donc. Cobra Kai. C'est-tu même qui s'appelait? Je sais pas. mais il y avait ça dans G.I. Joe. Mais il y a tout ça est très réciproque. Puis je suis content, en fait, qu'on prenne le temps de s'asseoir. Ouais. Pour parler. J'ai écouté, je t'avais écrit aussi. On s'est rencontrés cette fois-là au studio. C'est encore tu faisais les photos pour le mois sans alcool. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En février. Je viens de tomber en bas de la table. table. En bas de ton avec mon coude. Pour les gens qui écoutent, Alexandre était à côté sur la table et vraiment son coude est tombé. Est-ce qu'il y a des caméras, je m'aide? Vraiment, là, je peux pas perdre personne. Non, mais ça, à chaque fois que j'écoute un podcast puis il se passe de quoi, tu sais, j'ai comme... Tu sais, des fois, les autres, on comprend pas. Oui, tu peux comprendre. Ouais, moi, j'écoute Joe Rogan. Je l'écoute. Je sais qu'il est sur YouTube, Oui. mais je le regarde pas. Moi non plus. Fait que quand je l'écoute, là, des fois, t'entends juste comme « Hey, Jamie, pull that up ». Puis là, il se recule du micro, puis là, tu l'entends comme ça, puis là, il revient. Oui, Fait comme, Ouais. je trouve ça plus fascinant comme ça. absolument. Je préfère comme laisser place à mon imagination. Je suis d'accord. On voulait faire de la vidéo description du podcast en ligne. Ah oui? Wow! Juste une voix off, là, juste la voix qui fait juste décrire qu'est-ce qui se Mais passe. par-dessus ce qu'on dit. Par-dessus la conversation. OK. Plus Ouais. forte. OK. Mais c'est ça. J'avais... et c'est là qu'on s'était rencontrés officiellement pour la première fois. Puis je sais pas si c'est avant ou après que je pense que c'est avant. On s'écrivait déjà un peu via les médias sociaux et toute la kit. Puis moi, j'avais écouté ton podcast avec Jason Bajada, tu sais. Mhm. Puis... Oui, exactement. T'avais et- répondu à ça. Ouais, je vous avais écrit aux deux. Faire comme... Ouais. C'est vraiment cool, la conversation qui vient de se passer, tu sais, de... Justement, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le doute. Puis le doute, c'est bon pour t'améliorer, pour avancer, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un certain point où il faut t'arrêter, tu sais, pour aller performer ou prendre une décision, peu importe. Mais je
y a une partie de moi qui admire les gens qui savent ou qui sont convaincus d'une affaire. Moi, là, quelqu'un, c'est même, c'est ça qu'il faut. Puis je suis comme, wow, tu sais, il est tellement confiant, il est tellement convaincu. Et en même temps, il y a quelque chose qui me terrifie. Puis je suis comme, il doute même pas un peu, tu sais. Ouais. Mais il y a plusieurs choses associées à ça. Une personne qui est confiante, ça peut venir d'une grande insécurité ou ça peut venir d'une très longue réflexion. Tu sais, tu as accès à une certaine partie de l'information qu'une personne te donne sur elle-même, puis souvent de juger ou de considérer une personne selon une action dans un contexte défini, ça te donne pas une très bonne idée de ce que cette personne-là ou de ce à travers quoi cette personne-là a passé pour en arriver à là où elle est présentement. Ouais. Moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'humour, c'est à cause de ma très grande insécurité puis une très piètre estime de moi-même. J'avais besoin d'aller sur un stage, puis c'est la seule place au monde où je me sentais confortable parce que j'avais l'attention, tu comprends? Puis les gens auraient pu dire « Wow, il a vraiment confiance en lui ». Absolument pas. C'était tout à fait le contraire parce que, je veux dire, tu peux pas demander à 500 étrangers de te donner une approbation parce qu'il y a personne qui peut se baser sur quoi que ce soit pour te donner l'approbation quelconque, tu sais. Puis... Mais ce que je trouve trippant, mettons, c'est que ce que tu viens de dire, je trouve que ça s'applique tellement bien à toi parce que on sent la grande réflexion derrière ta personne. On sent... en tout cas, je sens une grande authenticité de ta part, puis un regard critique sur toi, sur les autres, sur le monde, mais en demeurant tout le temps juste. J'essaye. Et basé sur... Je sens... Puis c'est ça que j'avais senti dans le podcast avec Jason, puis des conversations qu'on a eues depuis, c'est que je sens tout le cheminement personnel que tu n'arrêtes pas d'avoir. Tu sais, puis tu l'as eu quand tu as lâché l'humour, quand tu es parti 3 fois par jour, quand tu es sorti 3 fois par jour, comme j'ai l'impression que tu es très généreux de ta vulnérabilité pour ton bien, mais aussi pour dire aux gens genre « Hey, ça aide de s'aider puis d'être vulnérable puis c'est correct. » tu sais. Bien, absolument. Puis, 2 choses là-dedans. Tu sais, j'ai évolué à partir de 2004. J'ai commencé à étudier à l'école de l'humour. Puis moi, dans le fond, mon but, puis ça, j'en avais parlé à PH justement au podcast, c'était de devenir populaire et riche. Je suis rentré à l'école de l'humour pour ça. Mettons, tu dis ça, là, OK? Ouais. Puis moi, je rencontre Alex Champagne aujourd'hui. Gars qui me semble équilibré, pas parfait, mais... bien avec lui-même. Mais pas loin. Mais pas loin, quand même. Si c'était pas du fait que tu cales, tu serais là, mon gars. Là. je serais au top en salle, mon gars. Non, mais... Puis, j'ai de la misère... Dans le sens où j'ai de la misère à croire que t'as vraiment été cette version de toi-même-là, sincèrement. Dans le sens où... Est-ce que tu penses... Comme t'es plus profond que ça. Ouais, mais ça écoute, j'ai 34 ans, là. Il y a 18 ans, ça fait 16 ans de ça. En 16 ans, il s'en passe des choses, tu sais. Des ruptures amoureuses, ma mère avec qui a eu son problème de jeu, qui a réussi à s'en sortir. Il y a eu beaucoup d'épreuves, tu sais. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « C'est par le feu qu'on éprouve l'or ». Je veux dire, tu n'as pas le choix de faire passer l'or par le feu, la contrainte, le martelage pour en faire ce que ça fait après un bijou, tu sais. Puis... Comme un diamant s'est créé après plusieurs milliers d'années de pression de croûte terrestre sur du charbon pour donner quelque chose de fantastique. L'esprit humain est un peu la même chose. Donc, je me suis façonné à travers les années. Puis encore là, je suis pas à 34 ans rendu... Je peux même pas dire que je suis à 10, 25, 40% de ce que je veux être. Je veux dire, je vais continuellement... pas courir, mais je vais continuellement désirer être une meilleure version de moi-même. Puis je pense que c'est le but de la vie. Tu sais. Avant ça, j'arrêtais le but de la vie à des choses finies. Puis depuis que j'ai fait la paix avec ça, je me sens vraiment mieux. Je dors mieux. Puis je me suis rendu compte que dans la vie, ce que j'aimais le plus, c'est bien dormir. Puis bien dormir, c'est la conséquence de quelque chose que je fais bien. Puis ça, c'est d'exister. Puis j'ai des défauts. Tu sais. Je suis un gars qui a un très mauvais caractère. J'ai tendance à m'emporter rapidement. Je suis impulsif. Je suis sensible. Il y a un paquet de choses comme ça que je continue à régler. Mais oui, effectivement, quand je suis rentré à l'école de l'humour, c'était ça les objectifs. Puis à un moment donné, j'avais de moins en moins besoin d'attention. J'avais de plus en plus confiance en moi-même. Parce que tu vieillis, tu fais des erreurs, puis tu apprends de ces erreurs-là. Puis tu fais comme, OK, toutes les années, en fait, tout le temps, l'énergie, les moyens que j'ai mis dans le fait de me faire regarder, ça ne me convient pas du tout. Ça change absolument rien. Je vais te conter une histoire que j'ai déjà peut-être contée. Fait que c'est pas un scoop. Sorry. Mais
nous, en 2008, on a sorti une série web qui s'appelait Contrat de gars. Absolument, On était que j'ai vraiment... écouté. écoute, on avait tellement de fun. On était très à l'avant-garde à ce moment-là. Toi puis Joe Roberge. Ouais. Voilà. Qui était Simon Cohen avant d'être Joe Roberge. Celui qui faisait John, c'était Simon Cohen. Pour un épisode seulement, que j'ai enlevé du web parce qu'il y avait des propos là-dedans que j'assumais plus du tout. Je le compterai en personne aux gens qui veulent en entendre plus. Fait que, C'était complètement... C'était bon, Contrat de gars, man. C'était Ouais. du bon web. ouais, pour vrai, là, C'était très à l'avant-garde du web. là. c'est ça, tu sais, les gens ont de la difficulté des fois à accepter les compliments. Moi, je trouve ça cool de me faire dire ça parce que je considère que Contrat de gars, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai faite de ma vie. C'était fucking drôle. On a tellement eu de fun. Puis le challenge, c'était de pas décrocher. Puis je te jure, d'autres 32 prises par scène C'est ça. minimum. C'est ça. Parce que Roberge, c'est un cave, là. Il est Ouais. cave raide, ce gars-là. Puis moi, mon trip, c'était de crier le plus fort possible les répliques n'importe quand. Les gars, on avait des textes, mais comme on s'en est jamais tenu au texte, mais en tout cas, peu importe, c'est vraiment le fun. Puis en 2009 a été créée la catégorie, ou en 2010, j'ai pu souvenir vraiment des années, mais il y a une catégorie qui a été créée aux Oliviers qui allait donner un prix pour la meilleure réalisation sur le web. Puis à ce moment-là, je sortais de l'école de l'humour, j'étais encore un peu dans mon histoire de devenir populaire, tout ça. Puis le fait, je m'étais dit, waouh, on est en nomination pour l'Olivier. Si je le gagne, ça va faire clouer le bec à plusieurs personnes dans ma vie qui ont, 1, jamais cru en moi, 2, qui ont été méchants avec moi, puis 3, que j'ai toujours voulu impressionner. Fait que là, j'étais content. J'allais prendre le Saint Graal, qui est un trophée qui prouve que je suis drôle, puis ça allait me donner une valeur intrinsèque supérieure à celle des autres, et finalement prouver mon existence. Et là, à partir de là, ça allait être le paradis total. Puis je faisais beaucoup d'angoisse et de crise de panique à ce moment-là, de l'anxiété aussi. Puis quand on a monté sur la scène pour prendre l'Olivier, puis que je l'ai eu dans mes mains, ça a été la plus grosse crise de panique que j'ai faite de ma vie. Non. J'ai réalisé que ça ne guérissait rien. Je te jure, Jay, j'avais l'impression qu'en touchant la statuette, ça allait faire comme ouh, le poids allait s'en aller. Mais au contraire, ça a rajouté un poids supplémentaire parce que j'ai fait OK, là, j'en ai gagné un, il faut que j'en gagne un deuxième. Et l'année d'après, on a été nominé encore. On a gagné un deuxième Olivier. Mais là, attends, là, quand tu dis que tu as fait une crise de panique, Live on stage. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière de faire des crises de panique pendant que je faisais des numbers. Juste te dire à quel point, pour moi, être sur la scène, c'est une seconde nature. Puis comme je peux faire ça les doigts dans le nez, je faisais des crises de panique. Donc, dans mon cerveau, je me disais, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Puis je faisais mon number en même temps. Puis ça, tu demanderas à Joe Roberge. Martin Périsolo, un moment donné, on est sur la scène au Club Soda en 2011. 19 mai 2011, j'avais eu 15 000 personnes sur Facebook. J'ai dit, dès que j'ai atteint 15 000, je loue le Club Soda, on le remplit, puis je fais un show de variété. J'invite Clément Jacques, j'invite Martin Périsolo, Joe Roberge, un gars qui joue du violon fucking vite, Charlie Pop. j'espère que c'était ça son nom. Non, mais c'était genre Un Eric. gars qui joue du C'était violon genre- fucking vite. C'était- Ouais, mais son nom, non, c'est ça son nom d'artiste. Un C'était gars genre qui joue du violon fucking vite. Eric électrique ou un enfant. Ah, si, ça me dit de quoi? Le gars, il jouait du violon vraiment vite. C'était ça le deal. Puis comme moi, je voulais juste que... Écoute, on a commencé à 8h, ça finit à minuit. Les gens, quand j'ai dit « OK, c'est fini », ils ont couru vers la sortie. Les gens étaient tannés, mais il n'y a personne qui est sorti pendant. Puis pendant que Martin Périsolo faisait Poudy sur le stage, je me suis assis à un moment donné sur le tabouret, qui était pas loin. J'ai regardé Roberge dans les yeux, puis il a compris que là ça se passait pas, genre. Là, je pensais que j'allais vomir sans arrêt en jet, en spray saccadé sur le stage. Je filais vraiment pas bien. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que j'allais probablement pas faire d'humour dans ma vie. J'avais pas moi, je parle souvent de Guillaume Wagner comme étant le stand-up que je trouve qui est comme pur. Il écrit beaucoup, il réfléchit beaucoup. C'est un gars qui se remet en question, tout ça. Puis j'ai regardé Guillaume, puis je me disais, j'ai pas l'étoffe de devenir comme ce gars-là. J'ai pas la force, j'ai pas la volonté, j'ai pas... Puis en quelque part aussi, puis je veux pas que les collègues humoristes capotent avec ça, mais j'avais pas la névrose que ça prenait pour soutenir une énergie pour faire ça. Parce que, man, c'est rochant être tout le temps. Tu sais, c'est ça que tu fais. Je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est pas péjoratif. Non, je comprends. Il faut qu'il te manque un cadre en quelque part Ouais, pour que dans la vie, tu veuilles toujours être drôle puis faire 300 shows, 300 fois 2 heures par année, faire rire du monde. Il faut que tu sois bon. Il faut que tu sois solide. Puis moi, j'avais pas ces qualités-là. C'est... Je me pose plein de questions sur, tu sais, comme, pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi... Tu sais, j'écoute plein de podcasts d'humoristes ou pas, puis évidemment, c'est tout le temps une espèce de thématique qui revient de comme, on est un drôle de groupe, mais tout...
c'est vraiment spécial. Puis moi aussi, je pense que j'ai commencé l'humour pour avoir de l'attention. Et j'ai eu la chance rapidement de mettre mon énergie ailleurs. C'est-à-dire que ça m'a calmé, moi. Tu vois, à l'inverse. Moi, je n'étais pas attiré par le stage. Quand j'étais plus jeune, je voulais pas faire des présentations orales, blabla. Mais quand j'étais loud, là, j'étais loud. Je le suis encore, d'ailleurs, souvent, mais moi, mettons, un party de sous-sol au secondaire, une ride d'autobus pour une sortie scolaire, je suis insupportable. Ah ouais, hein? Insupportable. Moi, j'étais la même chose, puis avec les années, je suis devenu exactement le contraire. Exactement. On dirait que quand il y a quelqu'un dans une pièce qui se met à parler fort, puis même quand il y a personne dans une pièce qui se met à parler fort, je m'assujettis à l'ambiance, à l'énergie. J'essaye, en tout cas, du mieux que je peux d'être subtil, discret. Moi, c'est juste plus assumé. Quand je deviens loud, c'est que je suis vraiment... En fait, c'est que c'est plus loud, c'est assumé. Ouais, c'est ça. Quand j'étais kid, c'était... Là, man, je te jure, mes parents venaient me chercher d'un party, là, j'embarquais dans le char, puis là, je repassais le party dans ma tête. Là, comme, ça, c'était-tu correct? J'ai-tu fait assez rire? Ah là? ouais? C'était fou, là. Wow. Fou. C'est pesant quand même, ça. Mais ça a fait en sorte que quand j'ai commencé à faire de l'humour, toute cette folie-là s'est concentrée sur scène. Ça m'a comme libéré d'un poids où je suis comme... ça m'a pris du temps quand même à atteindre ça, mais là, je suis comme... Je sais que je suis drôle. Et si les gens veulent me voir être drôle, ils peuvent venir me voir en spectacle. C'est la meilleure place où me voir. D'ailleurs, au Centre Bell, le 3 janvier. Swipe up! 25% de rabais. Ça m'a full calmé dans le reste de ma vie. Puis ça m'a pris du temps, mais là, je me sens là, vraiment calme. Je sens plus que j'ai besoin de... Tellement à un point où il y a même du monde que je sais que je suis comme... Je suis-tu assez boblé? Ils doivent s'attendre à ce que je sois plus drôle. Est-ce que je casse quelque chose? Ils doivent me trouver poche un peu. Et il fut un temps, je parle comme ça faisait 1000 ans, je fais ça, là, mais il y a encore des situations où je suis comme, hey, je devrais peut-être donner plus de gaz pour la madame à l'épicerie qui est donc contente de me voir. Puis après ça, je suis comme, hey, je suis toujours poli, je suis toujours super fin. La rencontre peut vraiment juste être ça, puis c'est bien correct, tu sais. Ouais. Ça m'a vraiment calmé, tu sais. Alors que toi, à l'inverse, visiblement, ça n'a pas fait ça, tu sais. Fait que je pense que c'est un métier qui est bizarre, puis il y a plein de manières de le faire, puis il y a plein de raisons de le faire, puis il y a plein de... Il y en a qui sont stressés toute leur vie, mais qui c'est quand même plus fort qu'eux. Il y en a qui s'en sacrent, puis c'est la manière de le faire. Je pense juste qu'il faut profondément avoir besoin de le faire pour que ce soit ça ton métier. Oui, puis tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de saut métier, là. Je veux dire, moi, je suis pas là pour dire... Puis je pense qu'on a besoin de personnes qui nous divertissent. C'est essentiel à la survie. Même si, dans l'immense majorité des secondes qu'on passe sur Terre, tout est banal. Je pense que c'est important des fois d'avoir des hauts. C'est primordial d'avoir des bas, mais il faut que ça s'équilibre à la fin. Tu sais. J'aime comment tu as dit. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses banales. Ben, c'est la majorité des choses, Jay. Tu sais, comme on pense que la vie, c'est un feu d'artifice, puis que, faut faire ci, faut faire ça, faut faire du plein air, faut sortir, faut aller voir du monde, faut voyager. Mais à un moment donné, c'est parce que moi, puis je suis rendu comme ça. Puis je me souviens, j'avais fait le Zoo Fest, je me souviens pas quelle année, 2012, 2013, puis j'asais avec Kim Lizotte, que j'aime beaucoup. Puis Kim, elle avait dit comment ça va, puis tout ça. Je dis, ben, tu sais, je viens de rencontrer Marie-Lou, puis j'aimerais ça me marier, avoir des enfants. Puis, tu sais, juste comme profiter d'une soirée tranquille à la maison. Elle dit, t'es ben trop jeune pour ça. On dirait que t'as comme 45 ans, tu sais. Ça m'avait fait rire, mais comme j'ai ça, moi. J'aime ça, rien faire. Tu sais, je t'ai envoyé un truc récemment, justement, où j'ai fait une story. J'ai publié un truc qui parlait de Charles Bukowski, qui dit que c'est pertinent dans la vie de s'arrêter de très longs moments puis de ne rien faire. Justin Vernon. Ah, c'est Justin Vernon? C'était pas Charles Bukowski? Non, peut-être que Bukowski a dit beaucoup de choses, fait que probablement, mais moi, je pense qu'on s'en était envoyé une. Je pense que tu m'as envoyé ça, puis je t'ai envoyé celle de Bon Hiver. Exactement. Les deux, on a raison. On est parfait. Nous sommes un. Mais oui, tu sais, j'avais vu la quote de Justin Vernon aussi, tu sais, qui disait exactement ça, quand ça fait une longue période de temps que tu n'as pas fait de son. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va faire quelque chose. As-tu vu Bon Hiver en show? Oui, en 2013, au Métropolis. Ah oui, j'étais là. Avec mon ami David Bocage. On était au même spectacle, mais on ne le savait pas. Ouais. Et tu sais, quand un show finit, puis
Tu pars pas tout de suite, là. Non. T'es dans la salle, t'es vraiment... Il s'est passé quelque chose ici. La première fois que je l'avais vu, c'était à New York, dans une église sud-américaine, pas d'électricité, qui avait été juicée par des génératrices. Puis... Comment tu t'es ramassé là? Écoute, c'est mon ancienne copine qui avait acheté des billets, puis... je peux pas donner tous les détails, mais c'est fascinant parce que Jason Bajada a rapport là-dedans à un certain moment donné. Puis tout, Mais tu sais, Jason puis moi, on s'est dit souvent que... puis on l'a dit à un moment donné, on n'avait pas partagé une fille parce que tu peux pas dire ça. Dans son podcast. Mais on avait des sentiments pour la même jeune fille. Cette jeune fille-là, qui est une personne extraordinaire, avait envie à un certain moment donné d'être plus avec moi, à un certain moment d'être plus avec Jason. Puis elle devait aller à New York voir le show de Bon Hiver avec Jason, puis elle est allée avec moi finalement. Puis c'est chill aujourd'hui. Jason et moi, on s'entend très bien. D'ailleurs, on s'est invité à souper, puis j'ai pas choqué, mais j'ai jamais donné suite. Fait que Jason, si tu nous écoutes, je t'ai pas oublié. Je m'invite dans ce souper officiellement. Ben ça va me faire plaisir, man. Puis après ça, on est allé voir le show à New York, puis ça a été le meilleur spectacle de ma vie. C'est ça. Moi, j'étais un musicien. Tu sais, j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 6 ans. J'ai joué du drum, de la guitare, de la basse. T'as commencé? Mon père m'a appris les percussions à 6 ans. Ton père que j'ai rencontré à Radio-Canada, il est venu à mon émission. Oui, c'est vrai. L'été passé. Oh man, il était nerveux. Oh my God, il était stressé. Je le voyais même sur les photos que tu m'as envoyées qu'il avait l'air stressé. Je connais mon père. Vous ressemblez tellement. Ouais. Et je l'ai pas vu longtemps, là, mais j'ai senti une grande douceur qui émanait de lui et une affection infinie pour toi. Ouais, ben c'est réciproque. Puis c'est quand même assez... Tu vois à quel point l'esprit humain peut s'adapter, parce que mon père a eu des conditions quand même rough quand il était plus jeune. Il n'a pas été... Le vent n'a pas... Comment je pourrais dire ça de manière poétique? Le vent que ses parents auraient dû créer pour souffler dans ses voiles et l'amener à la destination qu'il voulait rejoindre n'a pas été là. Puis ça fait en sorte qu'il n'a pas nécessairement fait ce qu'il voulait dans la vie. Puis à un certain moment donné, il a pris son rêve en main, puis il a dit « je veux faire telle affaire ». Ça a bien fonctionné pendant un certain temps, ça l'a arrêté de fonctionner. Mais malgré tout ça, mon père est resté quand même assez doux. Il est resté lucide, puis il m'a transmis énormément de choses. Tout le côté culturel que j'ai, musique, photo. C'est mon père qui m'a appris à faire de la photo. Mm-hmm. C'est mon père qui m'a appris à jouer de la musique. C'est mon père qui m'a amené dans tous les musées et les salles de spectacle du Québec à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à 15-16 ans. Fait que, tu sais, puis ça, mon père, je vais toujours être très reconnaissant pour ça, d'avoir fait ça. Fait que, je sais pas pourquoi je parlais de mon père, mais... Les percussions. Oui, c'est ça. Il a commencé à m'apprendre à jouer de la musique. Puis là, ben, je jouais de la musique, puis tout ça. Fait que le show de Bon Hiver, de voir 2 drummers, de voir un gars qui faisait du beatbox, puis du triangle, puis des petites percussions. Tu avais 2 guitaristes. Il y avait aussi S. Carey, qui est son wingman là, à Justin Vernon dans Bon Hiver, qui a aussi, après ça, parti son projet à lui. Je te dis, mon gars, un moment donné, puis à la fin, ils font Skinny Love a cappella à 9 personnes. Ils l'ont fait au Métropolis comme puis, ça. Mon gars, autour d'un micro. Hein. C'est ça. Puis j'ai pleuré tellement. Je pleurais à l'horizontale. Comme les larmes sortaient, comme dans les Dragon Ball. Genre. C'était vraiment quelque chose. Un gros moment très intense que j'avais vécu. Puis, ouais, c'est ça. Fait que le show de Bon Hiver. Puis Justin Vernon, il parlait. Entre les tunes, il parlait, tu sais. Il parlait quand il était à Montréal. Il est venu passer comme 2 semaines à chaque fois qu'il avait à manger ses 3 pommes. Et il en a pris une des 3 pour fumer du hash dedans. Oui, je me souviens, oui! Ça se fait-tu, man? Puis j'étais comme, quel dude! J'avais oublié, oui! J'étais comme, quel dude fascinant, tu sais, à quel point, genre, lui, c'est la musique, sa nourriture, tu sais, puis comme, à quel point il doit avoir des carences en vitamines, puis des choses comme ça. Au moins, il est vegan, fait que PH est comme, that's right. Yeah! Fait que c'est ça. Ouais, imagine comment il manque de B12. Ah ouais, c'est sûr qu'il zéro B12. Non, zéro. Mais man, mais il y a rien... Rares sont les shows qui... Tu sais, je vois beaucoup d'humour, là, mettons, évidemment, là, mais il y a rien, je pense, qui te fait planer comme un show de musique. Ouais, ça dépend où. Un show de cirque, genre. Le cirque, dude! Man. Hey, man, moi, là, esti, il y a personne dans mon entourage qui trippe autant que moi sur aller voir le cirque. Quand je vais voir le cirque, je me transforme en une autre personne et je te jure, je crie. Genre, ben voyons donc! Puis j'oublie qu'il y a des gens qui vont peut-être me reconnaître puis que je vais passer pour le pire des connards. Puis ce genre de comportement-là me stresse chez les autres quand je vais voir des spectacles.
Mais le cirque, mon gars, là, je peux arracher mon linge quand un trapéziste qui a 76 abdos. Ouais. Dude, tu réalises-tu l'excellence de ces gens-là, tu sais? Oui, ça me fait un peu pleurer. Moi, puis je suis loin d'être un pro du cirque dans le sens où, évidemment, je suis allé voir le Cirque du Soleil et je sais, aller voir le Cirque du Soleil me fait dire, je dois aller voir d'autres cirques. Parce que, assurément que les cirques plus méconnus doivent être complètement fucked up. Ouais. Ça doit tellement être trippant. Mais pour moi, tu sais, autant toi, tu sais, quand tu vas voir un show de musique, c'est le musicien en toi qui est comme vraiment excité. Moi, je vais voir un show de cirque et dans ma tête, je fais le côté artistique de ma personnalité et le côté athlétique. Les deux s'y retrouvent. Je regarde un show de cirque puis je fais, c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai aucun regret parce que... C'est drôle que tu dises ça, man, parce que ma prof de voix à l'école de l'humour, Hélène Parent. Hélène Parent! Moi aussi. Hélène Parent, mon gars. Ben oui, Hélène. Hélène, elle me disait, toi, t'aurais dû faire du cirque. Hein? Faut que tu sortes de l'école de l'humour puis t'ailles faire de l'école de cirque. Pourquoi tu disais ça? Parce qu'elle dit, t'as tellement une énergie qui a pas de bon sens qu'elle dit, il faut que tu bouges. C'est qu'elle est hot, Hélène. Je l'adore. Mais en même temps, aussi, elle me conseillait avec une extinction de voix de me mettre une gousse d'ail dans le cul. Fait que comme... Moi, elle avait raison. Elle avait raison. Man, Hélène... mais pas elle qui me la met, dans le sens non. que... Mais elle avait des trucs. Hélène était parfaite. Moi, j'aimais tellement ça, ses cours, parce que... Faire le chat. Man, tout. C'est que on le savait que si... En fait, on commençait le cours en retard parce qu'elle nous contait des anecdotes. C'est ça. Puis elle était beaucoup dans les énergies, justement, tu sais, puis elle te parle, puis soudainement, sa jambe est rendue en arrière de sa tête, puis pour elle, c'est normal. Non, ça, j'étais allé manger du tofu hier à de telle place. Ouais, et puis là, elle faisait une arabesque, puis un salut au soleil, puis là, mais, comme... Pardon, j'ai un peu fait un rapport, je sais pas si on l'a entendu, je suis désolé. Écoute, on va le garder. Ça fait partie du Moi, processus. puis PH, je vais aller manger un gros burrito, je suis désolé. Mais... Êtes-vous allé chez Tejano? Oui, exact. Oui. Ça, c'est mon spot. Hey, ça, c'est un moment de podcast. Ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi. Ça, vous écoutez ça. Hey. Mais Hélène, man, c'était là... elle est juste fascinante comme être humain. Tu sens, c'est un chat. Elle a 9 vies. Ouais. Elle a 1000 âmes. Ouais, elle fait l'amour à distance. Ah, puis, man, non, comme fascinant. pas que ça m'est arrivé, c'est pas ça que je veux dire, mais comme il y a de ces personnes-là qui ont juste une aura, je sais pas, c'est une boule d'énergie, mon gars, puis elle était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé l'école de l'humour. Ouais? Puis j'ai beaucoup aimé l'école de l'humour parce que ça m'a confirmé, surtout la tournée, que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, je vais faire un cours de quelque chose, puis ça te donne la confirmation que c'est pas ça que tu veux faire. C'est aussi bénéfique que si tu te rends compte que c'est ça que tu veux faire. Puis l'école de l'humour, c'était ça. Puis Louise Richer qui a été assez smart pour me reprendre après m'avoir mis dehors. Je pense que je suis un des seuls dans le palmarès à qui c'est arrivé. Ouais. Puis je suis content. Puis ouais, c'est ça. Fait que, quel beau passage. Ah, man, moi, l'école, tu vois, ça a été... puis je l'ai sûrement déjà compté sur le podcast, je suis désolé, les amis, mais moi, c'était Poudlard. C'était, là... C'est weird, on dirait que plus jeune, je me permettais pas de rêver. Pas que c'est pas vrai. Je rêvais et on dirait que je faisais tout pour arriver à mon rêve. Mais que c'était quand même impossible. Mais quand j'approchais, on dirait que je me disais que je le méritais pas. Mm-hmm. Super weird. Mm-hmm. Mais j'étais accepté à l'école, puis on dirait que j'étais comme... Je me suis mis tellement de pression, puis mes amis étaient tellement bons. Tu sais, quand ta meilleure amie, c'est Kat Levac, ton meilleur chum, Sam Breton, David Bocage, Mehdi Boussaïdan, t'es comme, man, j'y arriverai jamais. Ah, mais Catherine... Je pourrais jamais être à cette hauteur-là, mais en même temps, c'est tellement ma chose préférée au monde que de me tenir avec des gens meilleurs que moi. Ben oui. Parce que ça fait en sorte que j'ai pas le choix de me botter le cul. Ben oui. Puis qui a fait en sorte que c'est devenu la meilleure affaire pour moi. Puis moi, la tournée de l'École de l'humour, ça a été vraiment souffrant. D'un bar, ça allait full bien. Je rentrais bien dans les bars. Quand je suis arrivé dans le milieu, c'est pour vrai, ça allait quand même bien. J'étais comme un sure shot. Je faisais tout ouvrir, mais il y avait un animateur. J'étais parfait, je vais ouvrir ton show. Puis j'ouvrais la tournée. Puis en tournée, c'était pas tant bon, puis c'était plus tough. Mais ça m'a fait mes reins, mon gars, là. Après ça, j'étais arrivé, puis il n'y avait rien pour m'arrêter. J'étais là... Ah, mais la tournée, ça fait ça. Tu viens comme un tank. T'es comme, mais toi, tu devais closer. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai closé pendant un certain temps.
Puis après ça, non, je me souviens pas pourquoi. Un conflit d'ego avec les metteurs en scène. Puis Dominique Anctil va peut-être m'entendre. Puis on se pognait souvent. On avait des prises de bec. Lui, Stéphane Dubé. Mais tu sais, j'avais quand même deux cool metteurs en scène. J'avais une attitude de marde. Là, ouais. J'avais 18 ans. J'avais 21 ans rendu là. Puis je connaissais tout. Puis mon gars, moi, me connaître à cet âge-là, aujourd'hui, je me serais trippé, tout simplement. Mais j'ai appris. Puis les gars ont été smart quand même. Les gars ont été... ouais. Puis Pierre Prince aussi. Puis, tu leur as-tu reparlé par la suite? Oui, Dominique, je l'ai croisé plusieurs fois, ouais. Puis c'est très cool, là. On trouve ça drôle, puis ça va. Ouais, très gentil, Dom. Ouais. Moi, tu vois, je l'ai trouvé très humain avec moi tout le temps. À chaque rencontre que j'ai eue à l'école de l'humour, oui, évidemment, on parlait du texte, tout ça, mais souvent, on avait beaucoup de conversations sur comme... Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait triper? Ouais, c'est vrai qu'il parle de même en plus. Oui. Tu limites pas, mais tu limites un peu. Son énergie comme... Il se lève un peu les épaules. Ouais, c'est ça. Et puis il fait ça comme ça. Là, on n'a pas de vidéo description, mais you know. Mais, fait que, ouais, non. Puis, mais y a-tu une petite partie de toi qui s'ennuie de la scène? Ah, totalement. Ouais? Totalement, mais le truc, c'est que... puis on en parlera peut-être plus tantôt, là, mais le projet dont je t'ai parlé, je sais que je vais retourner sur scène éventuellement. Comment? Comment ça, tu le sais? Parce que c'est trop... J'aime vraiment ça. J'aime ça, parler aux gens. Et puis... Puis t'es bon pour le faire. Ben, je pense... Pour vrai, si j'avais une force en humour, c'était ma présence sur scène. Si j'avais une faiblesse dans ma vie, c'était ma présence aux autres. Mais sur un stage, j'étais vraiment, vraiment présent. Puis j'étais capable de driver une foule, peu importe. Puis ça, j'avais ça de mon côté. Puis j'aimerais ça peut-être genre à 40 ans, 50 ans, avoir un one-man show. Parce que je trouve ça cool de se rassembler puis de jaser. Le truc, c'est que j'ai beaucoup parlé dans ma vie. J'ai fait des shows, j'ai fait de la télé, tout ça. Puis là, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que j'ai envie d'écouter. Je trouve ça important. Puis je trouve ça difficile sur les réseaux sociaux d'écouter. Parce que c'est une plateforme qui existe pour qu'on s'exprime. Fait que tout le monde qui parle en même temps, ça fait pas beaucoup de gens qui s'écoutent. Puis là, je suis dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai envie d'écouter beaucoup. J'ai envie d'entendre, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de me nourrir d'un paquet d'informations. Puis je te dirais là, que... Puis c'est ça qui a motivé ma décision que je vais t'annoncer dans pas long, mais je me suis rendu compte que là, je suis arrivé à un bout où est-ce que j'ai plus rien à dire. J'ai rien à dire, man. Puis ça s'est fait 1 an après avoir quitté 3 fois par jour. Tu sais, je parlais beaucoup de mes photos, de mes ateliers de téléphone cellulaire, tout ça. Puis à un moment donné, c'était le même refrain. C'était comme venez aux ateliers parce que c'est parce que ça. Puis là, on me demandait de faire des conférences photos. On me demandait de faire des trucs pour la photo. Puis j'étais comme, tu sais, tu peux juste aller sur YouTube pour apprendre comment faire de la photo. Je suis pas le meilleur photographe. Je suis pas le moins bon. Il y a des gens exceptionnels à Montréal qui sont très facilement rejoignables, à qui les gens peuvent demander. Puis encore là, moi, j'ai jamais voulu être le meilleur dans une catégorie ou dans un milieu ou dans un marché. J'ai toujours voulu être celui qui crée une nouvelle opportunité. Moi, c'est ça que j'aime faire. Je m'en fous d'être le meilleur dans la photo. Je m'en fous d'être le meilleur entrepreneur. Je m'en fous d'être le plus drôle. C'est plus important pour moi d'être le meilleur ou le moins bon. La vie, elle fonctionne pas comme ça. Le corps humain fonctionne pas comme ça. La compétition, ça existe juste dans des situations où il y a de l'argent à faire. Où il y a... Tu sais, comme les Olympiques, c'est fabuleux, mais c'est inutile. Dans le sens où... Mais pour vrai, moi, quand je regarde les Olympiques, je braille, first. Ça, je l'ai dit souvent. Mais à la fin de la journée, si tu es le meilleur lanceur de javelot, who cares? Ouais. C'est le fun pour toi parce que tu as dépassé tes limites puis c'est cool, mais c'est très individuel, c'est très égoïste. Puis c'est pas parce que je dis ça que je veux dire que c'est mauvais, puis je veux pas que les Olympiques arrêtent puis ou quoi que ce soit. Mais demain Hollywood PQ. Alex Champagne. Alex est contre les Olympiques. Contre les Olympiques. Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je pense que comment je pourrais dire? Un talent extrême, un niveau de talent extrême, une richesse extrême, quelque chose d'extrême, quelque chose que tu as en grande quantité, si ça ne sert pas au plus grand nombre possible, ça donne rien. Ça donne rien parce que tu te rends compte sur la Terre qu'on est intimement liés les uns aux autres. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dans le sens, je pense que la seule exception dans ce que tu dis, parce que je pense que je suis d'accord, la seule exception, c'est quand c'est inspirant pour d'autres. Oui, ben oui. C'est là que je veux en venir. Ouais. Exactement. Disons, un athlète
qui se dépasse, qui a réussi à revenir, qui a fait une remontée spectaculaire sur des défaites pendant des années, c'est magique. La personne a travaillé. Puis, tu sais, le hard work, c'est très important. La discipline, la détermination, c'est toutes des qualités de l'esprit qui sont importantes. Mais si ça ne sert qu'à une seule personne, je vois pas l'intérêt. Ça ne me touche pas, mais je n'ai rien contre du tout. Puis, tu sais, dans la vie, on dirait que c'est difficile de concevoir qu'une personne peut ne pas aimer quelque chose, mais la respecter. Puis moi, je vis beaucoup comme ça. Moi, je suis très d'accord. Moi, je suis full en accord avec ça. Mais on dirait que dans les médias, dans le dialogue populaire ou le dialogue, comment je pourrais dire, public, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est noir ou blanc, puis t'es-tu pour ou t'es-tu contre? Je suis comme, wow, c'est vraiment tough. Tu sais, j'avais été invité à des émissions récemment, puis j'ai dû refuser parce que je devais prendre position. Puis j'étais comme, mais on me parlait des jeux vidéo récemment, t'es-tu pour ou contre? Toi, t'as eu une dépendance, est-ce que t'es contre? Non, mais moi, dans ma vie, ça fonctionne plus ou moins bien, tu sais. Mais écoute, le domaine du jeu vidéo est extrêmement lucratif. Ça donne des emplois à des gens qui n'en auraient pas nécessairement si ça n'existait pas. C'est super créatif. C'est très créatif. Ça peut être même bon pour plein d'affaires. Ben oui, puis c'est des petits génies qui font ça. Puis bien sûr, il y a un côté commercial qui, des fois, va skipper certaines valeurs pour aller chercher des sous supplémentaires. On parle, c'est minime quand même, mais bref, c'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie. Je pense qu'il faut être en mesure d'être nuancé. Fait que pour assouvir ton besoin de créer des opportunités, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai décidé, puis c'est après un enchaînement d'un paquet de situations de marde qui sont arrivées dans ma vie, que j'ai décidé de lâcher la photo. Je quitte la photo. J'arrête de faire ça dans la vie. Ce ne sera plus mon métier, celui d'être photographe. Ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Ben, ça fait 27 ans que je fais de la photo. Ouais. Professionnellement, ça fait depuis 2012 avec 3 fois par jour. J'ai publié au-dessus de 10 000 photos. On a vendu des centaines de milliers de livres. J'ai continué après à faire des photos pour des clients extraordinaires, pour des portraits publics. J'ai continué à recevoir des familles au studio, puis j'ai décidé de mettre un arrêt à tout ça parce que le métier change très rapidement. Puis maintenant, je ne peux plus supporter le fait de passer 2 heures devant mon ordinateur à faire du Photoshop. Je suis plus capable de faire ça. Ça me rend fou. J'ai l'impression que je perds mon temps. J'ai l'impression que je sers à rien. Puis plus ça va, plus mon niveau de conscience est élevé, puis plus je me dis, ce temps-là, je pourrais le mettre ailleurs que pour moi, que pour le chèque que je vais avoir à la fin de mon shoot. Je veux le mettre au profit des autres personnes qui ont besoin d'aide. Fait que ce que j'ai décidé de faire, puis ça fait longtemps que je réfléchis à ça, puis je l'ai dit une couple de fois, puis j'en avais parlé, à un moment donné, j'avais fait une annonce sur Facebook comme quoi je vendais tout mon stock. Je vendais ma Tesla, ma BM, mes motos. Je vendais toutes les choses qui me servaient absolument à rien, qui étaient... Ça, mettons, cette décision-là, là, cette prise de conscience-là, je veux dire, ça te fait faire longtemps que ça te travaillait. Ouais. Ça a été quoi le « OK, je le fais ». Ça a été... J'étais juste tanné. J'étais rendu là. Je me suis réveillé un matin et j'ai fait « Ouais, c'est le fun de me faire des thumbs up quand je passe avec ma Tesla qui est fabuleuse, qui fait pas de bruit puis tout. Mais je sais que ça fait appel à un côté de ma personnalité que j'essaie de résorber le plus possible, qui est mon ego. J'essaie de lui donner le moins de lousse possible. J'essaie de cultiver mon âme puis la grandeur de la personne que je sais que je suis capable d'être et que tout le monde dans la vie peut être. Puis, j'ai juste mis toutes mes affaires en vente du jour au lendemain. Puis, tu sais, j'ai tendance à être impulsif. Fait que les gens autour de moi disaient comme, t'es sûr, buddy? Puis, depuis ce temps-là, j'ai fait la location d'un Tiguan de Volkswagen. Puis, mes tailleurs d'hiver ne m'ont pas coûté 6 000 $. Puis, l'autre fois, j'ai scratché un mag. Puis, j'étais comme, c'est vraiment cool parce que je m'en calisse. J'étais tanné de donner de l'argent à des gens qui en avaient plus que moi. J'étais tanné de participer au fait que on doit posséder quelque chose à une certaine fin. Puis encore une fois, je suis un grand défenseur de la liberté économique. Okay? Pour moi, une personne qui fait des millions par année, elle a le droit de s'acheter un char de 4 millions, ça ne me regarde pas. Puis je pense que la grande liberté économique, puis j'ai lu beaucoup d'études sur le sujet, est souvent due dans les pays développés à une grande liberté de presse aussi. Quand on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent de leur argent, le retour, le trickle-down economics, ce qu'on appelle en anglais, est souvent plus grand que quand on contraint les gens à donner beaucoup d'argent. D'un autre côté, je considère que la meilleure... Juste pour être sûr que j'ai bien compris, tu veux dire que quand il y a une liberté de presse, quand on dit aux gens « faites bien ce que vous voulez », ils finissent par être plus généreux. Ben oui, puis c'est ça qu'on voit, en fait. Dans les chiffres, c'est ça qu'on voit. Bien sûr, il y a des exceptions, dans le sens où...
il y a des gens qui vont garder la majorité de leur fortune, puis ils vont avoir 45 voitures, puis tout ça. Moi, je le dis tout de suite, moi, je ne serai jamais ça. Puis j'encourage pas ça du tout. Je pense que c'est de vouloir combler un vide. Tu as le droit d'avoir une collection d'autos, ça va, mais c'est sûr que ça cache quelque chose. Convaincu. Mais tu peux le faire. Puis je veux que tu m'en parles de tes autos parce que j'adore les voitures. OK? Fait que... Puis pour moi, la plus belle forme de philanthropie au monde, c'est de payer ses taxes. C'est de dire... Ben, je veux dire, y a pas... Tu sais, tu peux dire, OK, moi, je donne à la famine. Mais ce qu'on oublie en faisant ça, c'est qu'il y a tout un autre groupe de gens qui ont aussi besoin. Puis les taxes, oui, c'est mal géré et compagnie. Il y a des lacunes dans ce système-là, mais quand même, ça fait bénéficier tout le monde. Et toi, et moi, et la personne qui paye, et la personne qui reçoit. Fait que moi, quand j'entends un riche dire « Ah, je devrais être plus imposé », ça me fait de la peine parce que je me dis, la personne s'est rendue au fait d'être très riche, elle est assez brillante pour être rendue là, mais elle ne sait pas qu'elle pourrait juste calculer le montant qu'elle devrait devoir en plus, faire un chèque puis le donner. La liberté économique, ça fonctionne dans les deux sens. Autant tu peux en faire, autant tu peux en donner, il n'y a rien qui t'en empêche. Fait que moi, quand Bill Gates dit « je devrais être plus imposé », d'autres, fais juste sortir un chèque, fais le montant que tu penses que tu devrais donner, puis donne-le au gouvernement. Le gouvernement ne va pas dire « non, on ne peut pas le prendre, M. Gates ». On va le prendre, on va le distribuer dans la santé, dans les services sociaux, dans les transports, dans l'écologie, ces affaires-là. Fait que pour moi, l'individu a une responsabilité beaucoup plus grande que ce que le gouvernement veut bien lui donner. Puis je pense que moi, en tout cas, mon niveau de bonheur dépend essentiellement d'à quel point je suis capable de me rendre compte de ça à chaque jour puis de rechoisir ça à tous les jours. Donc, pour cette raison-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'investir 100% de mon temps, de mon énergie puis de mes moyens dans une fondation qui va voir le jour officiellement en 2020. La fondation s'appelle le CIEL, C-I-E-L, ça veut dire le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. La mission de l'organisme, c'est de diminuer, même d'éliminer le fardeau psychologique vécu par les adolescents lié à l'utilisation des réseaux sociaux. OK? Fait que c'est malade. Fait que ce que je veux faire, c'est de donner aux adolescents, aux jeunes, la génération qui s'en vient, des outils pour savoir comment se servir adéquatement de leur téléphone cellulaire, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube et compagnie. Qu'est-ce qu'on est capable de dégager de positif de ça? Comment on fait pour prendre ça? Parce qu'on leur enlèvera jamais des mains. OK? On va jamais enlever un cellulaire des mains d'une jeune personne pour la simple et bonne raison que en grande majorité, c'est très positif comme outil. On a un calendrier, on peut recevoir des courriels, on peut communiquer, tout ça, mais il n'y a rien, nulle part, j'ai vérifié, ça fait 1 an que je fais de la recherche pour ça, il n'y a aucune place au monde, excuse-moi, où on a établi un guide des bonnes pratiques. C'est vrai? Oui, ça n'existe pas. Il y a des livres qui te disent comment suivre une certaine étiquette, tu as des livres qui vont te montrer comment avoir des likes, tu as des gens qui sont payés des millions de dollars par année pour faire de la consultation en marketing web, en marketing d'influence et compagnie, mais on ne parle pas de l'aspect éthique des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des applications aussi pour calculer, mettons, pour diminuer ton nombre d'heures sur ton téléphone, qui vont juste te dire, hey, là, tu l'utilises beaucoup, tout ça. Exact. Mais en effet, il n'y a pas de guide. Mais c'est parce qu'on a des métriques, on a des paramètres qu'on connaît. On sait combien de temps un jeune va passer sur son téléphone, mais on ne sait pas comment il va l'utiliser, mais surtout, on ne lui dit pas comment l'utiliser. Tu comprends? Puis moi, en fait, le but, puis comment la fondation fonctionne, c'est simple. Il y a comme 3 affaires différentes. La première chose, c'est un observatoire qui est composé de spécialistes qui vont venir de manière cyclique. Chacun des spécialistes va targeter un thème, que ce soit aux 4 mois, aux 6 mois ou à chaque année, qui va nourrir une espèce de centre d'éducation, qui va faire des conférences, qui va faire des vidéos, qui va faire des documentaires, qui va envoyer l'information qui a été récoltée par ces spécialistes-là au grand public. Puis, ça va être ciblé plus pour les jeunes et pour les entreprises, parce que moi, je veux personnellement me rendre en entreprise pour financer puis avoir des sous pour la fondation. La fondation qui va récompenser en argent, avec des bourses en argent, des jeunes de 11 à 17 ans qui vont avoir eu des comportements exemplaires sur les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, l'observatoire sert à ramasser de l'information. Le centre d'éducation va servir à passer l'information. Puis, dans le fond, les gens vont payer pour avoir l'éducation. Puis, ça va être aussi offert gratuitement dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de vérifier. Puis, le but aussi, c'est de créer un guide des bonnes pratiques et d'éthique de l'utilisation des réseaux sociaux pour présenter à l'Organisation mondiale de la santé. Parce que c'est un problème grandissant. 2 études que j'ai lues récemment qui ont été conduites par une dame qui s'appelle Patricia Conrad, qui est chercheure à l'Institut de recherche de l'hôpital Sainte-Justine, et son collègue Monsieur L. Boer, si je me souviens bien,
La première étude faisait état du fait qu'une utilisation prolongée des écrans et des réseaux sociaux exacerbait les symptômes de dépression chez les jeunes de 11 à 17 ans. Ensuite de ça, même genre d'étude qui exacerbait les symptômes d'anxiété et d'angoisse chez les jeunes de 11 à 17 ans. Puis c'est des choses qui se mesuraient dans la même année. Donc, si dans une année, un jeune entre 11 et 17 ans augmentait tout le temps son temps d'écran, les symptômes de l'angoisse et de l'anxiété étaient exacerbés à ce moment-là. Une autre étude qui m'a mis à terre, c'est depuis 2015, le taux de suicide chez les garçons de 12 à 17 ans a augmenté de 30 % et ça double à chaque année chez les filles de 11 à 14 ans. Au Ça veut dire Québec? que c'est aux États-Unis seulement. OK. Puis il faudrait que je retrouve la source de l'étude, mais c'est une étude qui a circulé beaucoup. Puis on n'a pas encore été capable d'établir la corrélation entre ces symptômes-là et l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'ai fait fortune avec les réseaux sociaux. J'ai toujours été à l'avant-garde grâce aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y a un problème. Je te parle d'une autre affaire, OK? Puis toutes ces informations que je te donne, c'est vraiment pour te situer correctement. Absolument. Je suis allé voir une conférence il y a 2 semaines, une dame exceptionnelle qui s'appelle Sonia Lupien. Sonia Lupien, elle est spécialiste en stress. C'est aussi la directrice de la recherche sur le stress de l'Université de Montréal. Je ne sais pas si je dis son titre comme il faut, mais c'est un peu ça qu'elle fait. C'est une top. Elle fait des conférences partout. Elle est très, très renseignée. Puis la conférence portait sur le stress à l'ère de la nouvelle technologie. Donc, on voulait établir le lien entre est-ce que la nouvelle technologie augmente les hormones de stress chez les gens à l'utilisation? Il y a une étude qui a été faite à Montréal, puis on avait 3 groupes différents qu'on soumettait à une même situation. La situation, c'est tu es dans une salle d'attente, puis tu ne sais pas trop quoi faire. Le premier groupe n'avait pas le droit d'avoir son téléphone cellulaire. Le deuxième groupe avait le droit d'avoir son téléphone, mais juste en main, pas le droit d'utiliser. Le troisième groupe avait le droit de faire ce qu'il veut avec son téléphone. On a mesuré les hormones de stress à travers chacune de ces personnes-là. Et dans le groupe où les gens pouvaient prendre leur téléphone à 100%, faire ce qu'ils voulaient, les hormones de stress étaient extrêmement basses. Chez le groupe qui n'avait pas droit à son téléphone, les hormones de stress étaient beaucoup plus hautes. Je vais-tu manquer un appel? Je vais-tu manquer un message texte? Je vais aller voir Instagram? Je vais aller voir Facebook? Qu'est-ce qui s'est passé à telle place? C'est quoi les nouvelles? Le stress était vraiment élevé. Pour moi, ça, c'est un problème. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que puis je veux pas que ce soit dramatique ce que la Fondation dit. Moi, ce que la Fondation va faire, c'est dire aux jeunes, hey, regardez tout ce qui s'est fait de positif. Regardez à quel point c'est un outil puissant. Parce que si tu n'as pas l'exemple, ben, tu ne pourras jamais le faire. Si tu ne montres pas aux gens c'est quoi le chemin, ils ne vont pas l'emprunter automatiquement. La nature est paresseuse puis elle n'est pas portée à sortir de sa zone de confort. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de mettre sur pied justement un guide des bonnes pratiques et d'éthique sur les réseaux sociaux, puis donner des exemples, aller chercher des gens de qui la vie a été sauvée grâce à ça, puis des affaires de même. Ben, puis le pire, c'est qui de mieux que quelqu'un comme toi? C'est-à-dire que on est la première génération. Tu es un petit peu plus vieux que moi, mais tu sais... T'as quoi, t'as 28? C'est ça. On est la première génération qui avons grandi avec ça. Moi, mettons, j'ai eu mon premier téléphone Noël secondaire 4. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai eu en secondaire 5, mais il n'y avait pas Facebook Instagram, mais qui a fait en sorte quand même que, tu sais, mettons, quand on a pogné Instagram, tu sais, moi, j'étais à l'école de l'humour quand j'ai commencé à utiliser Instagram, fait que j'avais 18, 19, 20 ans. Qui a fait, on est les premiers à l'avoir maîtrisé. C'est pas nos parents qui vont nous apprendre comment utiliser ça parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. On est les premiers à avoir connu un peu avant. Ouais. Beaucoup avec. C'est exactement ça. Qui fait en sorte, puis les jeunes, eux, ils arrivent, puis c'est ça. C'est comme, ben, on n'a jamais connu la vie sans Google Maps. Oui, puis c'est vraiment, vraiment sain, surtout venant d'un gars comme Alex Champagne, qui est quelqu'un qui a réussi avec ça et qui s'en est retiré, entre guillemets. Oui, puis tu sais, réussi dans différents aspects. Contrat de gars, je veux dire, financièrement, on s'entend, là, on s'est pas mis riche avec ça, mais le succès culturel était au rendez-vous. C'est devenu, écoute, il n'y a pas une journée qui passe sans que je m'en fasse pas parler, que ce soit dans la rue, des gens qui m'écrivent ou whatever, tout le monde me parle de ça, tu sais. Puis après ça, ben, le succès de 3 fois par jour, culturel et financier, évidemment. Puis, tu sais, encore une fois, j'en parle souvent ouvertement. Je ne suis pas gêné de parler de ça. C'est correct de parler de son succès. Ça ne change pas ma valeur. Ça ne fait pas de moi une meilleure personne. Non, c'est juste c'est ça qui est arrivé. Fait que voilà. tu sais, je ne vais pas être faussement modeste. Non. On a réussi. Puis après ça, ben, avec les téléphones cellulaires, j'ai convaincu 3200 personnes de venir passer 3 heures avec moi pour leur montrer à faire des photos sur un téléphone. J'ai dit ça il y a 5 ans à Marie-Lou, puis elle est partie à rire dans ma face. Je veux devenir une référence. Puis t'es comme, what the fuck? Puis j'ai écrit un livre sur le sujet que j'ai vendu à 20 000 exemplaires et plus. J'ai 3200 personnes qui sont venues aux ateliers. J'aime ça, être en avant de mon temps. Ouais. Puis je pense qu'avec ça,
ça va être une belle manière de le faire. Pourquoi je quitte la photo? Parce que je vais continuer à en faire, puis ça va servir à l'organisme, à la fondation, mais parce que je m'ennuie d'avoir une business. Je m'ennuie vraiment d'avoir une business. Tu sais, chez 3 fois par jour, une journée, je pouvais faire une photo de retouche sur un muffin. 1 heure après, il fallait que je parle aux gens qui faisaient le shipping, l'expédition, parce qu'il manquait d'enveloppes. Il fallait que je trouve des enveloppes. Après ça, je rencontrais un employé pour telle affaire. Après ça, il fallait que je détermine des prix pour un item. C'est fantastique, mon gars. Moi, ça m'appelle énormément. Puis ce que je veux en ce moment, c'est de bâtir une machine qui va rouler tout seul, puis qui va être remplie de gens qui ont des bonnes intentions, que je vais payer qui vont être payés à leur juste valeur. Ça va être une business, là. Mais c'est que je pense, du peu que je connais de toi, t'as comme déjà comme 3-4 carrières, entre guillemets, là, Ou on dirait que ouais. qui fait en sorte que je pense que peut-être que c'est ce projet-là qui va venir t'épanouir parce que tu t'aimes jongler avec beaucoup de choses. Ouais. Ce que t'aimes de l'entrepreneuriat, c'est que tu as beaucoup de choses différentes à faire dans la même journée. Ben c'est ça. Puis tu sais, je faisais de la photo parce que j'aimais ça. J'avais des activités plus communautaires parce que j'aimais ça aussi. J'avais aussi j'ai des business aussi sur le side que, bon, c'est pas public parce que c'est des trucs en bourse et whatever, puis c'est pas important. Mais comme j'aime ça avoir plusieurs choses. Là où j'ai mon fun, c'est que c'est tout relié ensemble avec la fondation. C'est que oui, je veux qu'on génère des revenus assez importants pour faire rouler la patente puis payer les gens qui travaillent avec moi. Mais à part de ça, moi, j'en ai pas besoin. Je suis correct, j'ai mon petit condo, j'ai mon petit camion, puis je m'habille 2 fois par année chez Simons, puis comme ça me va, man. J'ai pas besoin. Je veux prendre mon char un matin puis aller à Rouyn-Noranda, aller parler à 50 professeurs puis 800 élèves pour faire comme « Hey guys, voici une excellente manière d'exister sur les réseaux sociaux. First, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Puis je suis pas ici pour vous dire comment avoir des likes, je suis pas ici pour vous dire comment avoir des followers, je suis ici pour vous dire ou pour vous montrer, voici toutes les belles choses que vous pouvez faire avec ça. » Ben, puis surtout, venant de... Tu sais, c'est pas juste moi, Alexandre Champagne, je vous dis ça. C'est même pas moi. C'est des professionnels ont observé que on a fait ce travail-là de recherche pour vous. Et par amour des gens, je veux que vous fassiez attention. Puis par amour des ados, je suis curieux, est-ce que le fait d'avoir un enfant... Ça a fait partie de ta réflexion? Tu sais, moi, je sais que... Parce que moi, je me suis souvent posé la question, il y a plein de bonnes causes qui m'ont demandé de faire des shows, d'être porte-parole, whatever. Puis j'ai souvent dit non, pas parce que je voulais pas, parce que je me connais. Puis si j'embarque dans quelque chose, c'est que je veux vraiment embarquer à 100%. Je veux pas être porte-parole pour dire que je suis porte-parole. Je veux le faire. Je veux comprendre, je veux être là, tu sais. Je vais faire le défi tête rasée pour le camp au Centre Bell. Ben, je rencontre le camp, je rencontre les jeunes, je veux aller les voir, puis pas pour prendre des selfies, pour montrer moi sur mes trucs, mais pour aller jaser avec eux, puis juste... Oui. Puis c'est possible d'aider sans vouloir se faire du capital de sympathie, tu sais. Exact, tu sais. Mais je me suis posé ces questions-là parce qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, mais c'est quoi ma cause à moi? Si j'ai une responsabilité... aussi grande ou moyenne qu'elle soit, de redonner ou de faire, tu sais, comme avec les yeux qui me regardent, qu'est-ce que je veux, à qui je veux parler, à qui je veux aider. Puis je me suis juste dit, je pense que ma cause, c'est les ados. Parce que, mettons, moi, ado, je me cherchais, j'étais lost un peu. As-tu trouvé ça difficile d'être adolescent? J'ai adoré ça, je recommencerai jamais. OK. Est-ce que tu aurais trouvé ça plus facile ou plus difficile si tu avais eu Instagram, Facebook? Ah, j'aurais été insupportable. OK. Je serais viré fou. Ben, c'est ça. Puis c'est la raison pour laquelle, souvent, je me dis, ah, mon Dieu, qu'est-ce que ça... Comment, justement, tu sais, je pense aux ados qui vivent avec ça. Tu sais. C'est ça. Puis moi, si ma fille a eu une influence sur ma décision... Pas tout à fait. Parce que pour Jeanne, à chaque jour, je me pose les questions que je me pose, puis j'essaie d'objecter ma conscience, puis j'essaie d'être la meilleure version de moi-même possible. Est-ce que ma fille va en bénéficier? Je souhaite que oui. Mais ce qui m'a vraiment fait allumer, là, c'est que aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je consomme beaucoup des médias sociaux parce que j'adore ça. Puis de manière saine. Tu sais, je ne vais pas espionner les gens, je ne vais pas me comparer.
Je vais me nourrir d'une quantité impressionnante d'informations qui souvent est en surface, en publication, mais qui mènent vers des choses qui sont beaucoup plus importantes. Récemment, j'ai commencé à suivre des psychologues, des intervenants, des gens en relations interpersonnelles. Puis je me suis dit, hey, j'aurais tellement bénéficié de cette information-là quand j'avais 14 ans, esti. Toutes mes relations amoureuses en auraient bénéficié. Toutes mes relations amicales en auraient bénéficié. Je me suis mis à faire la même Puis chose. là, c'est à 34 ans que je lis cette information-là. Ben, esti, moi, je m'excuse de sacrer, mais ça me passionne tellement ce que je suis en train de faire que je vais faire la même chose pour les jeunes. Ouais. Parce que, mon gars, j'étais perdu quand j'étais ado, tu sais. Puis c'est correct d'être perdu. Si t'es un ado en ce moment qui écoute le podcast puis t'es perdu, c'est juste vraiment normal. Tu sais, Gary Vee, qui est un gars qui me tapait beaucoup ses nerfs au début, mais que j'ai fini par aimer énormément, il dit « T'as quel âge? 25 ans, c'est encore le temps de te tromper. T'as quel âge? 35 ans, c'est encore le temps de te tromper. » Je dis, j'ai 34 ans, puis là, je décide que je veux runner une fondation. Je veux dire, moi, quand j'avais 21 ans, je voulais être humoriste, puis après ça, je voulais être photographe, puis après ça, je voulais être entrepreneur, puis comme, tu sais, tu le sais pas. Ouais. Puis moi, ce que je veux, c'est donner des outils. Moi, j'ai plus besoin là, qu'on me voit la face à la télé, puis whatever. Je vais y aller parce que ça va être bénéfique pour la fondation. Mais tout ce que je vais faire, il va falloir que ce soit bénéfique pour le message puis la cause que je porte. Autrement, moi, personnellement, Alexandre, il n'y a plus besoin de parler de sa vie privée. Il n'y a plus besoin de parler de ses autos, de ci, de ça. Moi, je veux que le dialogue, puis je veux que le message qui passe, c'est comme, on est là pour vous autres. Puis je te dis, moi, quand je parle de la fondation, je suis tout seul en ce moment. Je fais tout seul. Puis quand je parle de la fondation, je dis on. Je dis on veut. Puis les gens, c'est qui on? Puis je suis comme, ben, c'est moi tout seul, mais comme, je sais que je serai pas tout seul. Ouais. Puis j'ai un CA, un conseil d'administration qui est en train d'être monté. Un fiscaliste comptable qui m'aide beaucoup avec justement le dépôt des documents pour l'organisme à but non lucratif. C'est quand même très, très bien surveillé. Toutes les choses vont être publiques, évidemment, parce que c'est ça qui est requis. Puis c'est excitant, mon gars, là. C'est la même chose qu'une business. Mais c'est juste qu'au lieu qu'à la fin, tu fasses du profit pour mettre du gaz dans ton bateau, mettons, parce que tu es riche puis tu as réussi, bien, tout l'argent que tu fais revient à du monde qui en ont plus besoin que toi. Puis t'as pas le choix. Parce que si tu décides, non, on va me prendre un petit 50 000, tu peux pas le faire. Pas que j'ai envie de le faire du tout. Je m'en calisse. Il n'y a pas un montant d'argent au monde qui va faire en sorte que je vais transgresser mes valeurs. Mais comme, c'est ça le deal. Ouais. Là, tu fais comme, oh my God, on a fait une levée de fonds. OK, je vais te le dire. Il y a un truc que je veux faire. Moi, je fais des portraits publics depuis un bout. Okay? Ce que je fais, c'est que je dis aux gens, si vous voulez vous faire photographier par moi au studio, passez, c'est 200$, 4 photos, 20 minutes, puis c'est en masse. Puis ça a fonctionné, ça a été sold out toutes les fois. Ce que j'aimerais faire, puis moi, en fait, le défi que je me suis lancé pour la fondation, c'est dans la première année d'opération, je veux ramasser $1 million, OK, en un an. Puis 10% de ce montant-là, je veux le faire en établissant un record Guinness du plus grand nombre de portraits faits en le moins de temps possible. Je veux passer, j'ai deux choix. 100 personnes par jour pendant 10 jours qui me donnent 100$ chaque pour faire des portraits, ça fait 100 000. Ou 50 personnes par jour pendant 20 jours qui viennent faire leur portrait, qui me donnent 100$, qui fait 100 000$. Ça va être vraiment intense. Je ne sais pas si les gens vont répondre à ça, mais je veux l'essayer pareil. Je veux, comme tu fais le 3 janvier, faire un show au Centre Bell. Je veux faire un show par année, un esti de gros show, où est-ce que il n'y a pas nécessairement question de la patente, il y a juste question de on a un gros fun sale aujourd'hui, puis comme tout l'argent qu'on fait, c'est redonné à l'organisme qui fait des rapports annuels et des choses comme ça, mais comme ça rallie tout ce que j'aime. Puis quand je te dis que je sais que je vais retourner sur scène, je vais être disponible dès 2020 pour des conférences, une conférence que je suis en train de monter qui parle des réseaux sociaux pour les adolescents. Je suis comme, je veux monter sur scène. J'ai fait de la tournée pendant 2 ans avec Éducalcool. On allait dans les écoles secondaires puis on parlait de modération au niveau de la consommation. Les adolescents ont soif de comprendre qu'est-ce qui arrive dans leur corps et dans leur esprit. Mm-hmm. Fait que je pense que ça prend du monde qui connaissent bien leur patente. Puis moi, j'ai un secondaire 4, OK? J'ai pas de formation en quoi que ce soit. T'as pas fini ton secondaire? Non. Ah. J'ai lâché à la fin de mon secondaire 5. Je suis pas resté assez longtemps pour avoir mon vrai diplôme d'études secondaires. Qu'est-ce que t'as été faire? Je suis allé au Conservatoire La Salle, qui est un cégep, qui ont dit on t'accepte à condition que tu finisses ton secondaire 5. J'ai jamais fini. Fait que je suis parti après 6 mois, j'ai lâché. Puis je suis rentré à l'école de l'humour. Puis Louise Richer, elle a comme fermé les yeux un peu là-dessus. Moi, j'ai une attestation d'études collégiales dans la vie. Fait que si demain matin, je peux plus faire ce que je fais, je vais probablement travailler au Subway, puis ça fait bien mon affaire. C'est correct, man. Je vais me refaire. C'est pas, je suis pas stressé. Fait que, comme quoi aussi, c'est que j'encourage pas les gens à lâcher l'école. Non, moi non plus. Mais comme quoi, il y a plus qu'un chemin dans la vie. Oui. Puis l'école est une... Je
trouve que le système d'éducation, moi, ça me faisait pas du tout. J'ai fait 4 écoles secondaires, je me faisais mettre dehors. J'étais traité comme un délinquant, mais j'avais pas de comportement délinquant comme la violence, la drogue, whatever. Mais j'étais avec du monde de même parce que je me faisais mettre dans des écoles spéciales, tu sais. Puis comme ça m'a fucké complètement. Ça a fait en sorte que mon estime de moi-même a été minée puis que je voulais devenir riche et populaire en rentrant à l'école de l'humour. Tu comprends? L'impact que les adultes ont sur les jeunes au secondaire est tellement sous-estimé. C'est fou. C'est très important de comprendre qu'une phrase peut changer le cours d'une vie au complet. C'est fou. Moi, là, mon professeur de mathématiques de secondaire 3, Jocelyn, qui avait été en remplacement de la madame qui avait fait un burn-out, il m'avait dit une affaire à un moment donné, il dit là, tu sais ce que je vais faire, je vais te laisser à toi-même. Débrouille-toi. Tu veux pas participer, tu veux rien faire, débrouille-toi, mon homme. Puis ça m'avait fait mal de me faire abandonner. Je disais, oh, mon tabarnak, fine. J'ai eu 98% à cette étape-là en mathématiques. Puis il dit, je savais que tu allais faire ça parce que tu es comme ça. Parce que tu es capable de le faire, il faut juste que tu te le prouves à toi-même. Ce gars-là a changé ma vie. On parle d'une semaine de temps, là. Il a changé ma vie. Tu comprends? Parce que j'étais ado, parce que j'étais un terreau fertile dans lequel on allait pouvoir semer toutes les plus belles choses, toutes les plus belles... Parce que, tu sais, quand tu meurs, tu t'en vas pas avec ton char puis ton cash. Tu pars avec les qualités sur lesquelles tu as travaillé. Puis comme on dit pas aux adolescents que ce qui est le plus important, c'est pas combien tu as de monde qui te suit sur Facebook, c'est quoi les qualités sur lesquelles tu as travaillé. Puis même si tu penses que tu n'as pas de qualité, trouve une force que tu as, travaille dessus, puis ça va rayonner sur les autres, puis ces forces-là vont pousser. T'sais. C'est parce que quand quelqu'un décède ou à la fête de quelqu'un, whatever, quand on célèbre une personne, ce qu'on va souligner, c'est le bien qu'elle nous a fait à nous. Exact. On est un peu de même. C'est ça. Qui fait en sorte que si moi je pense à mes meilleurs amis, je veux dire, je t'aime parce que c'est ça. T'es tout le temps là pour moi. Je t'aime parce que t'es profondément gentil. Je t'aime parce que t'es drôle. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Tu sais, comme, c'est pas à cause de ton char, pas parce que t'as un beau... Tu sais, comme... Mais dans des... J'ai jamais entendu un speech à des funérailles, puis heureusement pour moi, j'en ai pas vécu beaucoup, là. J'espère que ça va rester de même. J'ai jamais entendu quelqu'un dire... ou se morfondre ou pleurer en disant « il pourra plus conduire son Jeep ». Comme, d'autres, c'est pas ça, là. C'est comme, il nous fera plus rire comme il faisait. Ouais. J'aurais pu sa face le matin quand je me lève, même s'il avait l'air bête. Quand t'aimes une personne, t'aimes pas les éléments qui sont autour, t'aimes sa valeur intrinsèque. Tu t'attaches à une personne à cause de ce qu'elle te fait vivre, à cause de la manière dont elle te traite. Pas à cause qu'elle est bonne au Xbox ou whatever. Tu sais, c'est pas important. Puis je pense qu'il faut avoir traversé ces étapes-là, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, c'est sûr et certain. Même si plein de monde me disait comme l'argent, ça te rendra jamais heureux, moi, j'étais comme whatever, c'est sûr. C'est un facilitateur de bonheur, on va se le dire. Là. En fait, j'écoutais un podcast avec Naval Ravikant. Que tu m'as fortement suggéré, que j'ai écouté à peu près 16 fois. Qui est Joe Rogan et ce gars-là. Puis je trouvais que c'était juste ce qu'il disait. Il dit « L'argent fait pas le bonheur, mais ne pas en avoir peut te rendre malheureux. » Ben oui. Puis j'étais comme « Oh, sweet nuance. » Ben oui. Parce que moi, quand j'habitais dans Hochelaga Maisonneuve, à l'époque où je faisais encore de la télé et de l'humour, en 2011-2012, puis au coin de la rue Leclerc, vraiment dans le coin, c'était un HLM, donc une habitation à loyer modique. C'est pour les gens qui sont à faible revenu. On leur donne l'opportunité d'avoir un logement qui est abordable selon le salaire qu'ils font. C'est un programme social qui est extraordinaire, puis qui devrait avoir un peu plus d'ampleur à Montréal. Il y a tellement d'immeubles et de logements désaffectés que la ville devrait racheter et où on devrait passer des projets de loi pour ça, mon gars. On est à des kilomètres là, de ce qu'on est capable de faire. On a au moins une bonne personne en celle de Valérie Plante pour ce genre de projet-là, mais une grosse machine comme la Ville de Montréal, c'est dur à tourner de bord. Tout ça pour te dire que sur le coin de la rue, il y avait 2 personnes qui habitaient dans la HLM. Il y avait une jeune femme qui se prostituait et qui avait un enfant. Et il y avait au-dessus d'elle une dame haïtienne d'un certain âge qui avait 2 ou 3 enfants en bas âge. À chaque matin, à 6 heures du matin, la madame était sur le coin pour aller en autobus porter sa fille à la garderie et son gars à l'école. Elle allait travailler. Elle revenait le soir en autobus à peu près à 6h30, 7h. 12 heures de sa journée, elle était à l'extérieur pour offrir à ses enfants ce qu'elle avait de mieux. Puis day in, day out, sans broncher. À ce moment-là, j'étais payé un salaire horaire indécent pour faire des chroniques sur le bouddhisme. Puis je me plaignais de mon sort. Tu as le droit de bien vivre dans la vie, même si des gens sont dans des situations pas faciles. C'est pas ça le truc. C'est que si tu n'es pas capable de réaliser ton privilège, il faut que quelqu'un t'aide à illuminer ta conscience. Puis tu sais, tantôt, tu disais,
Ça, c'est un truc, une question qui m'est souvent posée ou quand les gens se confient à moi, je sais pas pourquoi, man, du monde que je connais pas, partout dans le monde, dans la vie, que ce soit aux États-Unis, en France, whatever, chaque fois que je voyage, les gens viennent se confier à moi. Puis je suis comme, what the fuck? Ben, je pense que, puis what do I know, là, mais t'attires ça de par... Tu sais, à un moment donné, l'authenticité, je trouve que c'est un langage aussi, là, dans le sens... Ouais. Tu as déjà parlé avec quelqu'un de fake, puis t'es comme, Chris, on parle pas le même langage. La conversation est pas fluide parce que t'es comme, OK, c'est juste une game, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors que quelqu'un qui est authentique, vulnérable, ouvert, pas dans le jugement, ça se sent, qui fait que probablement c'est comme... Ouais. On se sent pas menacé en s'ouvrant à toi. J'ose. Puis je fais une parenthèse, OK? Il y a un exercice qui est fascinant qui a été réalisé dans une étude de laboratoire où est-ce qu'on demande à deux personnes de se mettre face à face. Une des deux personnes va mettre ses bras à l'horizontale en croix, OK? La personne qui est devant la personne qui a les bras en croix doit regarder l'autre personne en face d'elle avec une intention noble ou une intention destructrice. Donc, dans sa tête, l'insulter puis tout ça. Puis à la fin de ce 30 secondes-là de pensée négative ou positive envers la personne qui a eu la pensée négative ou positive doit essayer de baisser les bras de la personne. Si les bras de la personne ne baissent pas, c'est que la pensée était positive. Si les bras de la personne baissent facilement, c'est que la pensée était négative. Ou l'inverse, je me souviens pas. Mais c'est fascinant. Le non-verbal, puis l'énergie qu'on projette, moi, j'y crois à 100%. Tout ça pour dire que quand les gens se confient à moi, ils me disent souvent « Ah, moi, je sais pas trop qu'est-ce que je fais pour aider. Moi, je sais pas c'est quoi la cause que je dois choisir. » La meilleure manière d'aider, puis c'est full important, là, c'est de se conscientiser sur ce qui se passe autour de nous. Tu n'es pas obligé de faire un chèque à la Maison du Père pour aider. Tu n'es pas obligé de faire un 5 km pour l'Institut de recherche clinique de Montréal pour aider les gens qui sont diabétiques. Ce que tu as besoin de faire, c'est de t'instruire, de t'éduquer, d'objecter ta conscience sans arrêt. Parce que plus tu sais, on est des miroirs. Moi, je dis souvent qu'on est des miroirs dans la vie, là. Plus tu as poli ton miroir, plus les gens se voient bien dedans. Puis c'est ça qui est le plus confrontant pour les autres. C'est que si toi, tu as un comportement exemplaire, puis tu es en couple avec quelqu'un qui n'a pas un... Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool, OK? Je pense que c'est un comportement qui est à adopter à notre époque. Je pense que ça serait un remède pour bien des maux, le fait de s'abstenir de boire de l'alcool, mais j'ai absolument rien, ni aucun jugement pour les gens qui en boivent. Je m'en galisse. Pourquoi tu penses que ce serait une solution? Ben parce que c'est quand la dernière fois que tu as entendu quelqu'un dire on était sourd-raide, puis on a vraiment changé le monde. ça n'arrive pas. Puis pas que tu n'as pas le droit de t'amuser ou pas que tu n'as pas le droit d'avoir du fun, que tu n'as pas le droit de boire. Encore une fois, le vin, c'est des artisans extraordinaires. Moi, j'adorais le vin quand je buvais de l'alcool. Puis les gens peuvent boire autour de moi, puis je sens tout le temps les coupes de vin parce que, oh mon Dieu, que ça sent bon. C'est un produit qui est artistique, qui est fascinant. Mais j'ai décidé, pour les gens qui ne sont pas capables de modérer, je décide d'arrêter de boire. Puis de toute façon, je préférais tout le temps la personne que j'étais quand j'étais en état d'ébriété. Fait que j'ai voulu apprendre à aimer la personne que j'étais à jeun. Pourquoi tu préférais celle que tu Parce que je n'étais pas stressé, parce que je pouvais établir des connexions profondes avec les gens, mais c'est chose que je n'étais pas capable de faire à jeun. Fait que j'ai arrêté de boire. Ça fait combien de temps? 5 ans et demi. Non! Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Wow! Puis, merci. Puis, tu sais, les gens font bien ce qu'ils veulent. T'arrêtes ou t'arrêtes pas, c'est pas grave. Moi, je veux dire, je fais une mini parenthèse dans ta parenthèse. J'ai fait le mois sans alcool deux fois dans ma vie. Puis, c'est fascinant comment même, ça m'est arrivé là, des fois un soir de faire comme... Je bois de l'eau à soir. Je fais, Kim, je vais boire de l'eau à soir. Je suis fatigué déjà. Bah. Et les gens se sentent menacés. Pas tous les gens. Certaines personnes se sentent menacées quand toi, tu bois pas. En fait, c'est que c'est confrontant de voir quelqu'un qui boit pas. Parce que quand tu es confronté par quelque chose, ça veut dire que tu t'es pas posé la question pour laquelle tu le fais. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis c'est important aussi de comprendre que rarement les gens font les choses contre les autres. Elles le font pour elles-mêmes. Ça, c'est full important. Fait que tu mets ces deux choses-là ensemble. Moi, je bois pas. Fait que quand je te dis qu'on est des miroirs, j'arrive dans une place puis je dis, moi, j'ai perdu un ami à cause de ça. Il dit, tu veux-tu boire? C'était mon enterrement de vie de garçon à mon mariage. Je suis comme, non, tu sais que je bois pas. Et toute la soirée, il m'a expliqué pourquoi lui buvait. Il se voyait dans mon miroir, puis ça le confrontait, et donc il avait besoin de justifier ce qu'il voyait. Je dis pas que je suis une personne sage, une personne parfaite, mais plus tu travailles sur tes qualités, plus tu as un comportement exemplaire, plus tu vas être confrontant, puis ça devient une espèce de radar de bonnes personnes. Ça éloigne les personnes toxiques de ta vie. Tu sais, mettre des limites,
Puis travailler ses qualités, mon gars, c'est la meilleure façon d'attirer les meilleures personnes dans ta vie. Je trouve ça le fun. C'est rare que j'entends la phrase « travailler sur tes qualités ». Tu sais ce que tu vas dire, travailler sur tes défauts. Non. On s'en calisse. Et il y a une phrase, je sais pas si tu connais la foi Baha'i, qui est une religion que je trouve extraordinaire. La foi Baha'i. Non. C'est la plus récente religion qui est partie en Iran dans les années 1800. Dans cette religion-là, on parle de révélation progressive. Donc, tous les prophètes de Dieu, Jésus, Mahomet, comment il s'appelle déjà? Zeus. Zeus et Dwayne Johnson. Tous les prophètes de Dieu sont venus à un moment où on avait besoin d'un remède pour cette époque-là. Et le dernier prophète s'appelle... j'ai 2 choix. Abdul-Baha ou Baha'u'llah, je m'en souviens pas. Puis dans le fond, ce que ça dit... si j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ça. Dans la foi Baha'i, il y a une phrase qui dit « Ne vois pas le mal, n'entends pas le mal. » Puis concentre-toi sur concentre-toi sur ce qui est positif. Je le dis vulgairement, là, grossièrement, pardon. Ça revient... Tu sais, tu peux tourner ça comme tu veux. Tu peux dire c'est associé à Dieu ou c'est pas associé à Dieu. Je peux faire semblant que j'ai entendu ça dans une thérapie, puis les gens vont faire comme « Ah, OK, c'est correct, c'est une thérapie, mais si je mets Dieu là-dedans, ils vont faire « Ah, fuck you, aussi. » Ça peut être une philosophie. C'est une philosophie, dans le fond. Puis moi, j'ai décidé de faire ça. Ne vois pas le mal, n'entends pas le mal. Je ne parle jamais des autres dans la vie. Jamais tu vas m'entendre parler de quelqu'un d'autre. Parce que c'est trop petit. Puis jamais... Négativement, tu parles. Exactement. Moi, tu sais, j'ai eu des relations par le passé, puis je vais jamais parler de mes ex en disant « Elle est elle-même, elle est elle-même ». Jamais. Parce que tu peux pas étiqueter une personne à un certain moment donné dans sa vie puis spreader ça sur le reste de ses années d'existence. Non, parce que, je veux dire, j'entendais quelqu'un parler de mettons, quelqu'un qui est allé en prison puis qui est sorti puis qui racontait à quel point, mettons, c'est important la réhabilitation. Parce qu'il dit, tu peux pas... C'est ça le but de la société, c'est de pardonner quelqu'un puis de l'éduquer à aller mieux puis de pas comme diminuer cette personne-là à une erreur. Puis j'étais comme, oh, c'est fort. Ça prend beaucoup de travail, puis beaucoup de courage, puis beaucoup de confiance dans l'humanité. Mais j'ai trouvé ça quand même comme, ça... En effet, tu sais, de ne pas diminuer quelqu'un à une erreur qu'il a faite, c'est très mature. Puis, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que je suis un peu similaire. Je suis vraiment pas fan. En fait, ça m'écoeure, le small talk de quelqu'un qui est pas dans la pièce, là. Ouais. Tu sais, comme les rumeurs, puis ci, puis ça, là, ça me rentre dans les os, ça vient me chercher. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un qui a commencé sa phrase en faisant « Hey, sais-tu, comme telle affaire... » J'ai fait « Je t'arrête tout de suite. » Ça m'intéresse pas. Et puis ça, mon gars, là, imagine si on fait tout ça demain matin. Quelqu'un a dit « Hey, sais-tu, à propos de telle personne... » Là, tu fais « Non, tais-toi, je veux pas le savoir. Laisse-moi vivre cette personne-là. Tu sais... Ah, mon Dieu, c'est quoi j'ai entendu récemment? Ah, c'était dans quoi? C'était dans un film? Une réputation. OK, c'était ça. J'écoute des séries télé, puis moi, je suis bien fan des séries télé, genre de police puis d'armée. C'était dans la télésérie SWAT, le personnage principal qui s'appelle Hondo, il dit un truc, il dit « Souvent, une réputation, c'est un snapshot d'une situation arrêtée dans le temps. » C'est ça pareil, OK? Si tu parles de moi il y a 15 ans, tu vas dire quelque chose. Si tu parles de moi la semaine passée, tu vas dire quelque chose. Si tu parles de moi il y a 3 ans, tu vas dire autre chose. Puis comme la nature humaine est progressive, tu comprends? Par sa définition, on est progressif. L'âme progresse, l'esprit progresse, puis tu peux pas dire elle est elle-même. On a des traits spécifiques de caractère, on a des personnalités, on est belliqueux ou on est zen, on a plein d'affaires, mais comme, en gros, tu es appelé à évoluer. Ben oui. Fait que c'est pour ça que je parle jamais des autres. Puis, je sais pas pourquoi on était rendu là, mais comme je te disais tantôt, quand les gens me disent c'est quoi la cause que je dois prendre, commence par toi-même. Puis quand tu seras heureux avec ce que tu auras développé tes qualités assez pour inspirer les autres à faire de même. Et si dans un monde idéal, je travaille sur mes qualités, tu travailles sur tes qualités, PH travaille sur ses qualités, demain matin, ça va bien aller. Moi, quand j'avais des crises d'angoisse et de panique, j'aurais-tu souhaité que le monde au complet fasse comme ça va être correct, man? Tu peux pas souhaiter ça parce que c'est impossible. Il faut que tu aies ton propre back, tu sais. Ouais. Mais en même temps, si tu sais que dans la communauté, c'est accepté, puis qu'on comprend le phénomène, puis qu'on s'est tous passé le mot pour se dire on va être solidaire, puis on va pas trash-talker sur les autres et s'engager dans des comportements qui sont nocifs,
ça va mieux aller. C'est idéaliste, c'est utopique, mais comme d'autres, quand toi, mettons, tu joues au hockey, ton but, c'est-tu comme de gagner puis d'avoir la meilleure performance possible? Fait oui, pourquoi ce serait pas possible pour ton esprit d'aspirer aux meilleures qualités existantes? Je veux dire, why not? Ben, puis à commencer, ce qui est admirable, c'est d'incarner ce que tu prônes. Ouais, c'est tough. Mais c'est sûr. Parce qu'il faut que je me lève le matin puis que je refasse le choix chaque jour. Des fois, c'est chaque heure qu'il faut que je refasse le choix. Puis des fois, je le fais pas, le choix. Puis je m'efforce devant mon sofa puis j'écoute la TV puis comme, je fais pas ce que j'ai à faire. Mais il y a des conséquences à ça. Tu sais, comme... Mais tu sais, à plus grande échelle, tu sais, je reviens d'Afrique du Sud, mettons, puis j'ai rencontré Lucie Pagé, qui est une journaliste internationale, une journaliste québécoise, qui travaille en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années. Elle est mariée à Jane Aidoo. Jane Aidoo, qui est le secrétaire du Congrès, qui était en fait le secrétaire du Congrès des syndicats sud-africains à la fin de l'apartheid. OK. Cet homme-là, il est allé chercher Nelson Mandela à sa sortie de prison. Wow. Il a accompagné Nelson Mandela quand il était au pouvoir et ils ont développé une relation d'amitié. C'était un voisin, c'était un ami. Et Lucie Pagé me parlait de Nelson Mandela. Oh my God. J'en avais des frissons parce que c'était comme... Elle en parlait, tu sais, elle l'a vu se laver les mains, ce gars-là. Comme, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme elle l'a côtoyé. Et ce qu'elle m'expliquait, tu sais, c'est que... Puis ce que je savais, mais ce que j'avais jamais... La puissance de ce qu'il a fait ne m'avait jamais autant été mis en pleine face. C'est qu'il incarnait ce qu'il disait. C'est ça. Excuse-moi, je fais une parenthèse vraiment drôle. Jonathan Bernier, joueur de hockey, c'est ça? Oui. Qui avait été en Afrique du Sud à un moment donné pour l'événement pour Nelson Mandela. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Puis là, il y a un journaliste qui approche le micro et il dit « Qu'est-ce que tu penses de Nelson Mandela? » Il dit « Écoute, very nice guy, both on and off the ice. » Oui! Mon gars! Moi, OK, d'une part, je trouve ça drôle, mais d'un autre côté, moi, si j'avais été au Kodak, j'aurais coupé ça tout de suite parce que c'est vraiment humiliant, tu sais. C'est correct que tu connaisses pas Nelson Mandela, man. Puis comme, t'es un journaliste, tu sais, tu te fais mettre un micro dans la face, tu veux dire de quoi, puis toi, tu joues du hockey. T'es pas habitué que les gens te demandent des questions sur la politique, fait que tu réponds ça. Je me dis, pauvre gars qui s'est vraiment fait pogner dans un piège, tu sais. C'est pas un tata ou quoi que ce soit, le gars, c'est juste un concours de circonstances, mais moi, ça m'a vraiment fait. Mais moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir, mettons, un père qui est jamais gêné de dire « Ah, je sais pas, c'est quoi ça? » Ouais. Puis, moi, je m'en fais un devoir dans le sens où des fois, c'est intimidant. Tu sais, t'es un visage public, il y a bien du monde qui te regarde. Si tu fais une erreur, tu sais que tu peux faire. Et ça prend vraiment, c'est niaiseux, une forme de courage que de dire « Attends, est-ce que je sais pas quoi? » Ouais. Qui Ben, c'est surtout une absence d'ego. Parce que, tu sais, puis oui, le courage un peu aussi, mais comme si t'es pas dans ton ego, là, puis si t'acceptes ta vulnérabilité en tout point, là, moi, j'aime ça me tromper, mon gars, parce que c'est la seule manière que j'ai d'apprendre. Ouais. C'est la meilleure manière. Mais man, c'était ça. Elle me parlait de Nelson Mandela, puis j'ai rencontré Jane Aidoo, son mari, puis Lucie Pagé et Jane Aidoo. Tu sais, il y avait quelque chose, man, qui s'émanait de ces personnes-là, une sagesse, une humilité, une humanité, puis quelque chose de... ils ont, encore une fois, incarné ce qu'ils disent. Tu sais. Puis c'est ça que je trouve cool, c'est que on dirait que tu incarnes tes apprentissages, puis tu incarnes ce que, le mieux que tu veux faire, tu incarnes ce que tu souhaites de ce monde-là. Tu sais, comme tu fais pas juste parler, tu agis, puis ça veut pas dire que soudainement tu fais plus d'erreurs. Au contraire, c'est que tu prends ces erreurs-là, puis tu fais OK, ben qu'est-ce que j'en retire? Où je veux aller? Pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Comme il y a une grande curiosité humaine par rapport à toi. Puis tout ça dans le but de l'offrir aux autres. Genre, je trouve que c'est vraiment le fun. Bravo. Ben, t'es vraiment smart, mon gars. J'apprécie. Puis je le fais pas pour moi. Puis ce qui est quand même assez fascinant là-dedans, c'est que je le fais pour les autres, mais ça part d'un truc qui est très égoïste. Puis égoïste, là, faut faire attention, c'est pas toujours péjoratif. C'est correct de... Ben, ça peut être péjoratif parce que le mot égo est dedans, mais en même temps, on dirait que par amour propre pour moi, j'ai envie de consulter le plus grand nombre de gens possible pour savoir comment eux font pour être heureux, parce que je vais découvrir peut-être la façon de l'être le plus souvent possible. Bien,
je pense même, puis tu sais, encore une fois, je dis ça, puis je dis ça aujourd'hui, puis dans 5 ans, je vais sûrement, tu sais, je suis en constante évolution et apprentissage, mais moi, quelque chose que je réalise qui me rend profondément heureux, c'est connecter avec d'autres êtres humains. Ouais. Fait que par la bande, de vouloir rencontrer le plus de gens possible pour savoir, hey, comment tu vas, mais poser cette question-là pour vrai. Puis que ce soit positif ou négatif, puis après ça, demander pourquoi tu penses. Puis juste ça, c'est grandiose, tu sais, comme connecter avec du monde, c'est... J'étais en Afrique du Sud, puis il y a 2 moments, il y a tellement de moments qui ont été marquants, mais 2 moments qui ont été profondément marquants dans mon occupation double Afrique du Sud. Puis on s'entend, j'anime une télé-réalité de dating, là, je m'en vais pas faire du bénévolat. Ouais, puis c'est correct, man. Je veux dire, t'as le C'est droit. bien correct, puis je suis fier, puis je suis content. 2 moments qui m'ont marqué de mon automne, c'est 2 rides de char. On a des chauffeurs là-bas, on fait affaire avec beaucoup de gens du pays où on est. Et il y avait Jono, qui était un de nos chauffeurs, et il y avait Roger, qui était un autre de nos chauffeurs. Jono, qui est sud-africain, blanc, une 50aine d'années, et Roger, 52 ans, congolais, qui parle français. Et ça m'est arrivé 2 fois. J'ai eu une ride de char seule avec Jono et une ride de char seule avec Roger, en revenant à l'hôtel tard le soir. Et ces 2 conversations-là, dans les conversations les plus humaines que j'ai eues de ma vie, puis d'une banalité. Ben, c'est ça. Mais de connexion, encore une fois, de juste faire comme... C'était littéralement un podcast que je faisais avec eux autres. Littéralement. C'est comme, Roger, tu viens d'où? Ah, du Congo. Puis, OK, mais comment tu t'es ramassé ici? Ah, j'ai fui mon pays. Boum, on a de quoi. Ouais, c'est ça. Comment Dude, t'as fui ton pays, man? dude, man, c'est tellement important de comprendre que moi, j'avais développé une série à un moment donné qui s'appelait Trésor Taxi, où est-ce que j'embarquais dans un taxi random avec une caméra, puis je commençais à parler avec le chauffeur. Parce que mon grand-papa était chauffeur de taxi. À une certaine époque, quand j'habitais à Montréal, je prenais beaucoup des taxis. Puis comme je posais tout le temps la question comme de où tu viens. Ouais. J'étais curieux, tu sais, parce que j'avais pas beaucoup voyagé, parce que je connaissais pas les mœurs et les habitudes des autres pays. Puis c'est exactement ça que tu fais. Puis toi aussi, tu sais, tu m'envoies des fleurs, Jay, mais comme en même temps, t'es aussi ce genre de gars-là qui est ouvert. Tu sais, t'animes une télé-réalité, t'es très en vogue, tout le monde, les gens te connaissent bien, tout ça, mais comme t'as pas de côté vedette, fancy, whatever. Puis tu pourrais te le taper là, facilement. Mais comme tu as cette authenticité-là aussi, puis tu as ce désir-là d'apprendre de l'autre qui, pour moi, vaut bien plus que n'importe quoi d'autre. Tu sais. C'est super important. Mais conte-moi pourquoi il a fui son pays. T'es gentil. Il n'y a rien là. Puis prends-le, là. C'est full important, man. Tu vu comment je fais tout le long? Je voulais faire une joke comme genre, ah, mon chauffeur m'attend dehors, tu peux te fermer ta gueule. Mais c'est comme. Puis après ça, t'as fait une ta phrase, je fais, ah non, ta gueule, puis il dit merci. Hey, ça c'est important. Ça fait juste 3 mois que je me laisse la chance de dire aux gens qui me demandent comment ça va que ça va pas bien. Comme les 3-4 derniers mois, ça a vraiment pas bien été. Ça a vraiment été tough pour moi. J'ai perdu mon studio. Puis plein d'affaires au niveau personnel, tout ça, mais ça a été vraiment tough. J'étais comme, hey, comment ça va? Moi, j'étais habitué de sélectionner ce qui allait bien puis de parler juste de ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est de la bullshit. Mm-hmm. Puis là, depuis 3-4 mois, je suis en grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais? J'ai encore envie de faire de la photo? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. J'ai fuck all à dire en ce moment. Honnêtement, je tourne en rond dans ma vie de toute façon. Puis comme je le disais aux gens, puis les gens étaient comme, hein? Puis moi, je pensais que ça allait les rendre mal à l'aise. Parce que moi, je me voyais beaucoup à travers les yeux des autres pendant que je leur disais qu'est-ce qui se passait pour voir leur réaction, pour dire je m'en vais à la bonne place. À ce temps, je m'en fous. Puis je dis ça va pas bien. Puis les gens sont extrêmement compréhensifs, ouverts. Ils sont comme ah ouais, hein? Ah ouais. Puis là, ben, ils me parlent de leur expérience. On partage quelque chose de vrai. Puis mon gars, ça m'a donné les meilleures discussions du monde. Ben oui. Ouais. Je trouve ça drôle que tu dis que tu n'as rien à dire, puis on jase depuis genre 2 heures. Ouais, mais j'ai rien. Dans le sens que. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, à OD, ça m'est arrivé. À un moment donné, je suis sorti d'une maison, puis je croisais des techs, puis je suis comme, pouvez-vous croire que ma job, c'est de faire du bruit? C'est ça ma job, tu sais. Après ça, de là, l'idée de faire « Ah non, attends, c'est pas du bruit, c'est choisir. Tu sais, fais un beau bruit, fais un bon bruit, fais un bruit le fun, fais un bruit drôle, fais un bruit intelligent. » Mais je comprends ce que tu veux dire, où à un moment donné, moi, je suis comme... J'ai le réflexe souvent de faire comme « Ah, ferme ta gueule, tu sais, comme ta gueule, arrête de parler. » Puis moi, mettons, quand j'ai écrit mon premier show, c'est la première fois que je me posais la question. Même mon premier ZooFest, ma première heure que j'ai faite tout seul, en 2015, c'est la première fois que je m'assoyais, je fais « Pourquoi je compterais ça? Mm-hmm. » Puis t'es comme « Man! » Puis je le dis dans mon one-man show, je suis comme « Les gens
se taisent pour m'écouter. C'est gênant quand tu y penses trop. Asti, mon gars, faut-tu que tu aies une bonne raison de demander à 1000 personnes de payer 50$ pour venir t'écouter C'est parler ça. de toi pendant 2 heures? Et faut pas trop que tu y penses parce que sinon, ça va te freiner et tu le feras jamais. Mais je pense que, moi, dans ma tête, en tout cas, puis j'espère que le public qui vient me voir a le même gage que ça, c'est que je t'offre toujours le mieux que je peux. Je te promets pas la lune. Si on se rend là, génial, je m'en réjouis. Mais moi, chose certaine, c'est que mon but, c'est que mon prochain show soit encore meilleur. Ouais. À tous les soirs, qu'il soit meilleur, l'autre soit meilleur. Puis pas maladivement, mais je t'offre de mon mieux, puis je me freine pas. Puis que le public soit conscient que je suis dans cette réflexion-là, que je les respecte assez pour me dire merci de votre confiance, mais sachez que je vais en faire encore mieux, tu sais. Puis j'espère qu'on va se suivre, tu sais. Fait que je comprends que tu dis, genre, puis je pense que c'est pas parce que tu parles que t'écoutes pas. Ah oui, tout à fait. Tu sais, comme tu peux avoir une très, très bonne écoute. Et, tu sais, moi, je sais que je parle beaucoup, puis je travaille beaucoup sur mon écoute. Je sais pas si j'ai une bonne écoute, mais j'essaye fort. Ben, c'est ça qui compte, en fait. Là. Puis c'est là où moi, je pense que, tu sais, si t'entends dire tantôt, tu disais plutôt... tu sais, comme que tu voudrais possiblement faire un show d'humour à un moment donné à 40 ou 50 ans, puis je suis comme... Mais pas de ça. Je sais pas si c'est un show d'humour comme tel, parce que je trouve que c'est de la pression pas mal de dire comme on va vous faire rire pendant 2 heures. Je sais que je serai capable, c'est pas un problème. Mais c'est tout ça que je veux pour vrai, tu sais. C'est ça. Mais C'est tu sais, peut-être de, je sais pas, commencer par- réinventer l'intention ou... Je sais pas, tu sais, il y a des humoristes que je suis qui font juste ça pour le pur plaisir de se pousser eux-mêmes. tu sais. Ah, puis c'est nice. Écrire des jokes puis jouer dans les comedy clubs. tu sais. Moi, là, tant que tu assumes ce que tu fais dans la vie, moi, j'aime ça, voir des shows d'humour. Fait que, J'adore tu sais, voir des humours. Puis c'est comme je suis le gars qui rit le plus fort. Fait que c'est le genre de truc où. Puis tu l'as dit juste là, mais tu sais, il n'y a pas d'âge pour. Tu sais, la question, c'est plus. Ah, ça me tente-tu de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui. Moi, tu sais, ça m'est arrivé, là, il y a un métier il n'y a pas longtemps qui a fait comme. Faut que je fasse un show de stand-up avant 40 ans. Ouais. Puis je suis comme. T'as pas le droit de ne pas le faire. T'as pas le droit. Si tu me dis cette phrase-là, c'est que c'est trop fort en toi. C'est ça. Puis après ça, mais comme, ouais, mais tu sais, là, tu sais, je chill avec d'autres humoristes, ils sont bons, hein. Je suis comme, on s'en calisse. Ben oui. On s'en sac. On s'en sac, là, mais à un point, là. C'est pas pour nous autres. Qu'est-ce que C'est c'est ça. ça? C'est pour toi. Ben oui. Ça nous regarde même pas. Puis il y a quelque chose de tellement... je sais pas, dans ma tête, puis tu sais, on dirait que au début, puis ça fait 15 minutes que je fais ça, mais tu sais, comme réaliser, des fois, j'étais comme, ah man, faut que je sois bon, puis j'arrivais au bordel, puis j'étais nerveux, il y a du bon monde sur le line-up, puis ça, je suis comme, hey, le succès d'un humoriste, c'est mon succès. Si les gens sortent du show de François Bellefeuille puis sont heureux, ou j'étais allé voir Simon Gouache dimanche, je suis comme, Y a-tu fait la joke de la noix de Grenoble que l'entraîneur pète avec sa raie? non, ça, c'était dans son autre show. Hey, dude, C'est dans son autre ça, show. là, je vais toujours me souvenir, j'étais chez nous, je pense que c'était un truc qui passait sur une pub Facebook. Puis moi, j'ai fait l'école avec Simon, on a fait la tournée ensemble, puis tout. Ah, Ouais. oui! Ah ouais, je le connais C'est bien. vrai, 2007, ben oui. Simon, là, moi puis Simon, là, notre trip, là, c'était de s'inventer des sketchs, OK? Genre, comme les deux adolescents qui font des graffitis. Il y avait aussi le show des relations où est-ce qu'on était juste un à côté de l'autre. Mon ami Mathilde Laurier faisait des notes Oui. de piano, puis on se passait un ballon au-dessus de notre tête, puis on disait des phrases profondes. S'accepter pour accepter l'autre. C'était juste ça pendant une demi-heure. Puis Chris, on pleurait de rire. Ben oui. Parce que Simon, il est drôle, mon gars. Puis Hilarant. Ah, Son si, show, je l'aime. en ce moment, tu sais, une belle soirée. Extraordinaire. Je suis allé voir, tu sais, puis Faut que j'aille le voir. extraordinaire. Vraiment, là, vraiment, vraiment. Puis, il y a... Je regardais les gens, mettons, au show de Simon. Puis par les gens, je me regardais moi aussi. Je suis comme, ah, c'est vraiment une belle soirée. C'est vraiment le fun. J'ai le goût. Tu sais, tu sors de là, puis ce que tu dis, c'est, ah oui, j'aime Simon Gouache, mais tu dis aussi, je vais aller voir un autre spectacle. Ouais, c'est ça. Qui fait en sorte que son succès, c'est le mien, puis le mien, c'est le sien. Tu sais, on le sait pas, mais on s'envoie du monde d'une salle à l'autre. Puis, C'est ça. fait que c'est super communautaire, tout ça. Ben tu sais. oui. Fait que, mais je trouve ça cool. Ta fondation, en fait, first, si jamais tu fais du stand-up, faut que tu me le dises. Ouais. Faut que tu me le dises. C'est sûr que oui. Je veux être là. OK. Et pour ta fondation, selon mes disponibilités, évidemment, sache que
moi, je te l'ai dit, je me suis dit que ma cause, entre guillemets, c'était les ados. Les ados. N'importe quand, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un qui vient. Ah, ben, je vais le prendre, mon gars. Je te jure, je vais m'arranger pour être là au besoin. OK. Donc, évidemment, ouais. Ben écoute, je te prends au mot, mon gars, puis je vais prendre toute l'aide qui va être nécessaire pour amener ça plus loin parce que c'est pas moi. C'est les ados qui en bénéficient. Puis n'importe qui peut donner un coup de main, que ce soit n'importe quelle façon, go. Là, le plus grand défi, ça va être de bien porter cette cause-là dans le sens où je veux que les gens soient informés sur ce qu'on fait concrètement, comment on prend action, comment on se mobilise pour diminuer le fardeau psychologique lié à l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents. Ça va être par des trucs très positifs. C'est pas d'aller dans les écoles faire comme « lâchez vos selles, faites attention ». On n'est pas porteur de morale, on n'est pas les guerriers de la vertu. On est juste là pour dire comme « fine, les réseaux sociaux existent, voici des solutions pour s'en servir adéquatement puis avoir un réel impact au niveau de sa communauté, en société ou globalement ». C'est permis de rêver globalement. C'est très, très possible de faire ça. C'est ça qu'on va faire. Fait que pour le moment, je suis en train de bâtir mon CA, déposer les documents. Puis dès que l'organisme existe, on va commencer à faire des levées de fonds. Puis ouais, ça va être ça. C'est malade. Félicitations, Alex. Fist bump. Félicitations. Ça me vraiment, fait plaisir. Merci vraiment. beaucoup. Je suis vraiment excité pour toi. Ben, moi, mon gars, je me lève le matin, là, puis je saute de mon lit, puis là, j'écris une note. Je suis comme, on pourrait faire telle affaire. Puis j'ai comme une idée de faire une retraite avec les jeunes, c'est de les amener dans le bois, dans la nature. Puis au lieu de dire comme on lâche nos cellulaires, puis tout, comme on a notre cellulaire. Puis je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir dans des situations comme ça pour que ce soit agréable, mais aussi comment en profiter sans. On veut l'équilibre, tu sais. Fait comme, il y a tellement d'affaires à faire, man. C'est ça. Fait que j'espère que ça va fonctionner. On se le souhaite. Moi, j'ai eu la chance au secondaire de faire partie d'un groupe qui s'appelait le groupe d'entraide. J'en ai peut-être déjà parlé sur le podcast. C'était, en fait, on était, entre guillemets, là, je mets des guillemets, là, mais dans le fond, ils nous appelaient des pères aidants naturels. Ouais. Donc, on était votés par nos partenaires, nos camarades de classe. Il y avait 2, 3, 4 personnes par classe de voter. On était 8 groupes à l'époque. Maintenant, ils sont 9, je pense, à Jean de la Menet, là où j'allais. On était 8 groupes. T'as-tu quelque chose à aller, toi? Absolument. OK, parfait. On était 8 groupes. Fait qu'on était à peu près une quarantaine d'étudiants. Et on avait des ateliers qui nous aidaient, en fait, à faire pour aider des gens. Donc, par exemple, on avait des ateliers. On se rencontrait une fois par semaine et demie. Puis là, c'est comme, OK, voici comment... Ça a commencé... C'est parce que j'ai pensé à ça à cause de ta retraite dans le bois. Moi, mettons, à chaque début d'année, en septembre, on allait à Phillipsburg dans c'était un canton de l'Est. Non, c'est proche des lignes américaines. Oui, c'est ça. Oui, excuse-moi. Pas loin absolument. de comment ça s'appelle déjà, mon gars? On a fait les photos de notre premier livre de recettes de 3 fois par jour, là. Ouais. À quelque chose B. Fitch B. Oui, ça se peut. C'est ça, j'ai à côté. Oui, absolument. Et le week-end était... on dormait là. Les 40 étudiants, plusieurs enseignants, tout ça. Et c'était des ateliers pour des crises suicidaires. Comment gérer ça, tu sais. Fait que moi, j'ai appris quelle richesse que d'apprendre à 15 ans, 14 ans, 16 ans à dire à quelqu'un « Est-ce que tu penses au suicide? » De ne pas avoir peur de dire le mot, de pouvoir déceler des indices, d'être ouvert à cette conversation-là, d'être comme woke avant que l'expression woke existe, tu sais. Puis, et c'est tellement riche quand ça vient des ados. Ben oui, man. Entre nous, on avait ces conversations-là. Entre nous, on était choisis, entre nous aussi, qui faisait en sorte que... Moi, ça m'est arrivé une fois qu'il y a une étudiante dans ma classe dont je doutais pas du tout qu'elle vivait de quoi difficile, qui est venue me voir comme « On peut-tu parler ce midi? » Et comme tu fais partie du... Puis je suis comme « Yeah, sure. » Puis faire comme « OK. » Elle avait pas... elle se sentait pas à l'aise d'aller parler au psychologue de l'école ou à un enseignant, mais elle faisait confiance à moi. Puis j'étais comme... Absolument. Puis c'est là où je trouve ça cool que si... Comme faut... surtout ton approche de pas arriver en faisant « nous, on sait tout », mais faire « hey, parlons-en ».
Parce qu'il n'y a personne de plus créatif qu'un adolescent. C'est ça, puis, tu sais, moi, j'ai pensé crowdfunder mon organisme, mais j'ai aussi pensé crowdfunder l'intelligence dont l'organisme allait se servir pour émettre des recommandations puis trouver comment guider les jeunes à travers les réseaux sociaux. Tu sais, tu peux aller sur GoFundMe puis les gens chip in de l'argent pour donner à une cause. Mais comme si on inventait une plateforme ou si on ouvrait la porte à recevoir les idées de tout le monde d'une certaine manière, puis de faire comme du data wrangling, d'aller chercher tout ce data-là pour faire comme, OK, c'est ça la situation. C'est la meilleure manière de procéder. Moi, ce que je veux faire en 2020, c'est faire le tour du Québec. Appeler dans des écoles, faire comme « Allô, je m'appelle Alexandre Champagne, je veux aller voir les professeurs, je veux une soirée avec eux, j'ai 20 questions à leur poser, quelqu'un va prendre en note toutes les réponses. » Après ça, on revient au lab, on s'assoit puis on dit comme « OK, toute l'année, là, on a posé cette question-là, voici la réponse la plus populaire. » Quelque chose qui se passe là. Fait qu'au lieu que les gens comme à Guerre des participent... clans. Exactement. Au lieu que les gens participent financièrement, mais il va y avoir une participation financière qui va être demandée, effectivement, mais puis en plus de ça, les gens vont participer intellectuellement. Ils vont nous partager leur savoir et leur connaissance. Qui de mieux placé qu'un prof au secondaire pour me parler des comportements des élèves avec leur téléphone aujourd'hui versus en 2005? Comme « What's up? Est-ce qu'ils sont plus stressés? Comment ils se comportent? As-tu vu plus de crises d'angoisse? Est-ce que le lien entre eux est fantastique? Parle-moi des points positifs, parle-moi des points négatifs. C'est quoi l'état de la situation? » Puis à partir de ça, on s'organise pour que le fardeau psychologique chez les adolescents lié à l'utilisation des réseaux sociaux soit complètement éliminé. Tout simplement. C'est vraiment hot. Je pense que ça se peut. Absolument. J'y crois. Ben, il faut. Ouais. J'y crois aussi. Thanks. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qu'il vit des crises d'angoisse ou il y a une anxiété élevée. Toi qui as vécu ça, qui en vis sûrement encore aujourd'hui, Non. sans être... Non, t'en vis plus? Non, je me plais à dire que j'ai guéri de l'anxiété et de l'angoisse. Sans, évidemment, on le sait, t'es pas psychologue, mais toi, c'est quoi les ressources qui t'ont aidé à te libérer de ça? Il y a rien de mieux que de consulter et de se conscientiser sur le problème. Je me sens anxieux. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? Je me sens anxieux. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut travailler fort là-dessus parce que ça vient de loin. Puis il y a toujours des charlatans, genre du monde qui sont comme la pleine conscience. Puis aujourd'hui, pour calmer les énergies, on va mettre des améthystes sur nos glands. Puis comme c'est tout le temps des estis d'affaires, mon gars. Puis tu sais, là, je me moque de personne. Je fais juste dire que l'angoisse, l'anxiété, les problèmes de santé mentale... Chris, si tu te casses la jambe, tu vas-tu aller à l'épicerie pour te faire traiter comme fuck all? Fait que si ton esprit est cassé, va chez les gens qui ont étudié l'esprit et qui sont en mesure de t'aider à le réparer. Comme on parle... Puis moi, là, ça, c'est une affaire qui m'a un peu gossé pendant un certain temps. Là, tout le monde était angoissé, tout le monde faisait de l'anxiété. Puis là, on se dit « Ah, c'est correct. Ah, mais t'es belle. Ah, mais pourtant... » Puis là, c'est très en surface. Personne ne parle de la mobilisation et de la prise d'action par rapport aux problèmes de santé mentale. Puis c'est un gros problème, parce que quand Belle Cause arrive, on est comme « Ah, ils nous content leur histoire. » Mais il faut comprendre que la santé mentale, ça inclut aussi les gens qui sont schizophrènes, bipolaires, maniaco-dépressifs. C'est des problèmes qui sont extrêmement graves. Si aujourd'hui, tu filais pas, c'est pas nécessairement de l'angoisse, du stress ou de la dépression, peut-être que tu avais juste faim aussi. Fait qu'il faut établir des paramètres dans... Comment je pourrais dire? Comment on va quantifier les problèmes de santé mentale? Si tu as un problème de santé mentale, il faut que tu sois pris au sérieux, que ce soit une petite inquiétude ou de la bipolarité, tout doit être pris au sérieux. Mais là, je trouve qu'on engorge un peu les ondes avec des affaires qui pourraient se régler en privé. OK? Puis la manière de régler... Tu sais, si tu es pour parler de ton anxiété, montre que tu te mobilises. Parce que tu ne rends pas service à personne. C'est ce que ça fait, puis je dis pas que c'est ça l'intention des gens, mais ce que ça donne comme impression, c'est que c'est une personne qui tend une perche. Puis si c'est ta manière à toi d'aller chercher de l'aide que de le nommer publiquement sans aller plus loin, ça peut être une forme d'aide aussi. J'ai aucun jugement par rapport à ça. Comme je te dis, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, j'ai rien contre ça. Je fais juste dire que si tu as des problèmes d'anxiété, d'angoisse et de santé mentale, la meilleure façon de le régler, c'est de consulter et de faire le travail qui t'est demandé de faire en fonction de la condition que tu as. Si tu es angoissé, puis tu sors 5 soirs par semaine, puis tu te pètes la face 4 fois par semaine, il faut que tu arrêtes. Ça ne va pas t'aider. Pas du tout.
Le fait de s'abreuver de choses futiles comme ça ne fonctionnera pas. Faire du yoga, ça va te donner un certain coup de main, mais ça ne va pas t'aider. Il faut retourner à la racine du problème. Ouais. Il faut prendre action. Il faut se mobiliser. Ça va dans l'hygiène de vie. Ça va dans l'hygiène de santé mentale. Ça touche beaucoup d'affaires. C'est un tout. C'est pas comme prendre une pilule, ça va être correct. Pour certaines personnes, c'est essentiel de prendre des médicaments pour aider leur cerveau à s'autoréguler au niveau des hormones de stress, de la dopamine et compagnie. Ça, c'est très important. Si tu es rendu à un moment dans ta vie où tu as besoin de médicaments, prends tes médicaments. La science s'est penchée là-dessus depuis des années pour te donner un coup de main. Après ça, vois avec ton thérapeute comment tu peux t'en sortir, comment tu peux diminuer la dose, où est-ce que tu es rendu. Mais il faut qu'il y ait une prise d'action. Puis c'est ça qui est important. Donc, aux gens qui sont aux prises avec des problèmes comme ça, prenez action, mobilisez-vous, puis écoutez votre voix intérieure. Puis si c'est pas tout de suite, à un moment donné, vous allez tellement souffrir que ça va se faire tout seul. Ce que je veux dire, c'est attendez pas d'être rendu là. Non. Mais ayez confiance en votre bon jugement. Mais c'est important de prendre action. Allez consulter, lisez sur le sujet, conscientisez-vous, puis ayez pas peur de laisser librement aller ces émotions-là à travers vous. Autrement, de réprimer ça, ça fait juste exacerber l'anxiété et l'angoisse, puis ça devient pire. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Oh! Du calme, puis de la paix. C'est tout. Le reste, je vais travailler pour. La santé, surtout. La santé, tu sais, on n'est pas à la merci de... On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, tu sais. On le dit souvent, ça, tu sais. Ouais. Mais en le disant, il faut vraiment y penser, dire, hey, pour vrai, tu sais, genre, c'est important, la santé. Toi, tu connais-tu Tyson Fury? Non. Tyson Fury, le boxeur, Non. qui s'est battu contre Deontay Wilder. Non. Tyson Fury, champion de boxe, tombe dans la drogue, l'alcool, le gars qui consomme, puis ça va pas bien, tu sais. Manny, il se reprend en main, tout ça, puis il réussit à faire ses affaires. Un des meilleurs boxeurs, livre pour livre présentement, poids lourd. Puis à un moment donné, il fait... Deontay Wilder dit quelque chose sur Instagram, genre « Tu veux pas te battre avec moi, t'as peur », puis tout. Puis Tyson Fury prend son téléphone en selfie avec le son du sel, il s'en calisse, là, tu sais. C'est vraiment super authentique, puis il dit... There's nothing I ask for in this world. Everything I want, I work hard for it. Puis j'ai fait comme, hey, tu viens de résumer le sentiment que j'ai en moi depuis des années en une phrase. Pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'anglais, ce que ça veut dire, c'est, moi, je ne demande rien à personne. Tout ce que je veux, je travaille fort pour l'avoir. Puis c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas d'attendre que ta chance passe ou c'est d'aller chercher, de créer les opportunités. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Tu as le contrôle sur tes pensées, tu as le contrôle sur tes émotions, mais il faut que tu développes ces qualités-là. Ouais. C'est ça qui est important. Puis moi, je me souhaite ça. Je me souhaite d'avoir la force de continuer à développer mes qualités. C'est magnifique. Tu vois, tu me fais penser, je parlais de mes 2 rides de char avec mes chauffeurs tantôt. Jono, à un moment donné, on parlait de OD, tu sais, puis c'est un homme fascinant. Il a été moine pendant 1 an et demi en Nouvelle-Zélande. Là, il a les cheveux longs, il a 50 ans. Il refait sa vie en Inde, là. Okay. Il partait avec un pack-sac, puis il dit « Je sais pas ce que je m'en vais faire, je m'en vais en Inde. Puis je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. » Puis c'est un gars qui médite beaucoup puis qui saisit le monde très, très vite. T'sais. Puis on parlait d'OD, puis je disais, je suis très reconnaissant de Julie Snyder parce qu'elle a changé ma vie, cette femme-là. T'sais. Puis il m'a juste répondu « Non, elle t'a offert l'opportunité de changer ta vie. » C'était exactement puis ça. C'était comme « Word. Bien joué, Jono. Ouais. Puis tous les gens sur la Terre sont remplis de ce genre de trésor-là, qui va être une phrase dans 2 heures que tu vas faire « puis ça va rester. Puis c'est à force de petites phrases comme ça que tu te construis une vision du monde. Mais il faut se conscientiser, puis il faut prendre action sur les enjeux qu'on vit présentement, que ce soit l'écologie ou whatever. Mais la première cause que vous devriez choisir, c'est vous-même. Tu peux pas aider si tu n'es pas en position d'aide. Si tu veux aider quelqu'un qui se noie dans l'eau, si tu nages à côté, non, il faut que tu sois capable d'être sur la terre ferme puis de lancer une bouée. Sinon, ça se peut que la personne te coule avec. Fait que c'est un peu ça. Alexandre Champagne. J'ai du temple. T'es super gentil. T'es super gentil aussi. D'être venu au studio. Rien là. Puis, on refait ça quand tu veux. Ouais, on se croise bientôt. Il faut qu'on aille au resto puis tout. Ouais, on peut faire ça là. OK, il faut que j'aille pisser avant.